Bonsoir à tous. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. Nous sommes très ravis de vous recevoir parce que pour nous, c'est devenu un rendez-vous régulier de l'écosystème et je suis d'autant plus ravi que cet après-midi, les acteurs que je reçois, je les ai jamais reçus dans un panel au sens classique, hein, une rencontre à plusieurs pour échanger sur une problématique donnée. J'ai le plaisir de recevoir Thierno Sakho. Thierno Sakho est le représentant de la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Dans cette émission, nous l'en remercions. Nous remercions également le délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, Monsieur Papa Modoussar, dont on connaît évidemment le dynamisme et l'énergie et évidemment la passion également. Quand on parle de tout ce qui est accompagnement de l'entrepreneuriat au Sénégal et même à l'étranger, parce que Thierno, j'ai suivi, je pense, il y a un an, une mission en Guinée, Guinée-Bissau, si je ne me trompe, pour aider un peu la Guinée-Bissau à s'inspirer de l'exemple du Sénégal et d'autres pays qui arrivent chez nous également pour se mettre à d'autres écoles comme l'école de la TNT avec le Bénin dernièrement. C'est dire évidemment que nous ne sommes pas des débutants en matière de numérique. Beaucoup de choses ont été faites notamment au cours de cette année 2020. Certes, on va beaucoup retenir le coronavirus, mais on va voir également qu'il y a eu de très bonnes choses qui sont passées à côté, évidemment, du coronavirus, même si on a tendance à ne retenir que la pandémie. Après Thierno Sakho, que je remercie et que je reçois pour la première fois dans le cadre de ces après-midi de la tech, la grande dame également de ce panel, Maître Nafissa Toutine. Beaucoup vont sûrement faire le lien entre Nafissa Toutine et Alioune Tine. Je précise rapidement que c'est la fille Alioune Tine, mais Nafissa Toutine, elle est orientée sur tout ce qui est question, évidemment, legal tech, donc le droit et le TIC, mais également Nafissatou est avocate au barreau de Belgique. C'est bien cela, Nafissatou? Bruxelles. Voilà, de Bruxelles, voilà, merci. Nous avons également Modibo Diop. Modibo Diop est du MEDES, président du MEDES en charge des questions financières et économiques, mais il a évidemment d'autres fonctions à côté. Tout à l'heure, nous allons donner la parole à chacun pour compléter un peu ma présentation parce que l'idée, c'est d'aller vraiment très vite étant donné que nous avons beaucoup de sujets à débriefer ensemble cet avant-dernier jour de l'an, cet avant-dernier jour de 2020. Nous avons également Serine Maliktal. Serine Maliktal que nous avions reçu dans le cadre de ces panels en individuel, mais cette fois, j'ai le plaisir de confronter un peu son regard avec celui des autres acteurs qui me font également le plaisir et l'amitié, la fidélité aussi de répondre à mon invitation. Serine Maliktal a beaucoup travaillé sur tout ce qui est monnaie électronique avant de se reconvertir carrément dans les bâtiments intelligents. Il viendra également nous en parler tout à l'heure. Dr Ibrahim Khan est l'américain de ce panel. Dr Ibrahim Khan est très fier de son petit village au Sénégal. Il est parti de Pout dans la région de Thiès. Aujourd'hui, évidemment, Tierno comme d'autres pourront en témoigner. Son application, sa solution Calpé fait beaucoup parler d'elle à Dakar, en Afrique, à l'étranger. Nous avons eu la chance de lui consacrer un travail journalistique il y a quelque temps lorsque nous l'avions reçu dans notre émission au Sénégal pour parler de ce parcours d'un jeune Thiessois monté au pays de l'oncle Sam. Mais son titre de docteur se justifie parce que à côté de la monnaie électronique, il est également dans la santé digitale. C'est pour cela que nous l'avions reçu au début du coronavirus chez nous, aux alentours du mois d'avril-juin, pour parler également de la riposte digitale au coronavirus. Voilà donc très rapidement les panélistes de cet après-midi. J'en profite pour remercier le public qui nous suit sur Zoom, également sur Facebook, sachant, et je le précise à tout le monde, que ce panel va faire l'objet d'un replay sur YouTube, LinkedIn, juste après cette diffusion en temps réel. Pour démarrer, un regard d'abord avec Thierno Sakho. C'est important, Thierno. Juste un mot sur votre parcours après ce que je viens de dire, évidemment. En une minute, c'est quoi votre parcours rapidement? Merci Ousmane. Mon parcours je le considère toujours comme un parcours d'entrepreneur. Donc, Thierno Sakho, 38 ans, marié, 2 enfants.
J'ai fait des études ici au Sénégal et en France, diplômé de l'École supérieure de commerce de Bordeaux. J'ai d'abord débuté ma carrière en salle des marchés. Donc, j'ai vécu les affres de la crise financière en 2008. J'ai perdu mon emploi. Wow. J'ai immigré ensuite au Canada, toujours dans les marchés financiers, dans la banque CIBC. J'ai beaucoup plus un profil bancaire. Je suis rentré ensuite au Sénégal. J'ai travaillé pour la Banque régionale des marchés. J'ai travaillé pour les institutions étatiques comme le Fonds de garantie, le Fonds GIP. J'ai travaillé dans une institution de microfinance, AMIFA. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué vers le monde digital depuis 3 ans. Donc, pour être le chef de projet en charge du fonds numérique et de l'innovation au sein de la Terre, donc sous le lead du délégué général, Pape Amadou Sarr. Donc voilà, en résumé, très rapidement, c'est ça, un profil plutôt bancaire, on va dire. Oui, merci. En tout cas, bienvenue. Ça fait vraiment plaisir d'avoir la DER. Thierno Sakho est souvent difficile à joindre et je ne vous cache pas mon stress à quelques minutes de ce panel parce que j'échange avec le patron. Bon, je le dis, Thierno est avec nous, mais je ne suis pas très sûr parce que je n'arrive pas à l'avoir par téléphone. Merci donc d'avoir été un peu ce stress, évidemment, parce que naturellement, quand on connaît la DER et ce qu'elle fait au Sénégal et ailleurs, on ne peut pas ne pas avoir la DER dans un panel comme celui-là. Serigne Malick Tall, même question qu'à Thierno tout à l'heure, 1 minute sur votre parcours. Oui, en 1 minute, c'est toujours un peu difficile. Je n'ai pas l'habitude de me présenter de manière aussi courte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que comme Thierno, j'ai fait mes études en France. Il a fait l'école de commerce de Bordeaux, j'ai fait l'école de commerce de Toulouse. Sorti de là en 2011, je crois, rentré au Sénégal tout de suite après. Et puis ensuite a débuté une carrière d'entrepreneur. Aujourd'hui, je dirige Marraine Mort Sénégal, qui est la 15e aventure entrepreneuriale à laquelle je participe. Oui, parce que la dernière fois, on en était à 14 entreprises, hein, n'est-ce pas? Et la 15e est arrivée. Voilà. À chaque fois dans un opérationnel, mais je me suis engagé en tant qu'investisseur dans des boîtes, je me suis engagé en tant qu'administrateur, je me suis engagé en tant que fondateur dans des sociétés qui existent encore et que je gère plus. Mais donc une carrière d'homme d'affaires sénégalais classique qui touche à beaucoup de secteurs d'activité, beaucoup de réussites, beaucoup d'échecs. Et pour finir, l'an dernier, en 2019, une pause d'1 an. Oui, voilà, une pause d'1 an où pour la première fois j'ai travaillé pour quelqu'un. Il faut parce que c'était ma première expérience en tant qu'employé et donc une expérience du moins significative où j'ai dirigé les dynamiques de BitPesa, ASA, en Afrique de l'Ouest, sur l'UEMOA, Nigeria et le Ghana, pendant 1 an, avant de retourner aux affaires, avant de quitter. Excellent, excellent. Bravo, Serigne Malick Tall. C'est aussi cet acteur qui n'hésite pas à fâcher parfois pour dire ce qu'il pense de la marche de notre écosystème, des pics parfois hein, pour aller très vite au secteur privé. Modibo Diop est là, ça promet un très bel échange cet après-midi. Docteur Ibrahima Kane, j'ai parlé de Pout, d'où vous êtes parti en même temps que quelqu'un d'autre qui a RFM, Diogo Diène et Ousmane Kane de Gaïndé 2000. Un rapide parcours, un rapide rappel de ce parcours. D'accord. Merci beaucoup Ousmane de m'avoir invité et merci beaucoup pour les autres panélistes et tous les gens qui nous regardent. D'accord, moi c'est Ibrahima, je viens de Diender, qui est à quelques kilomètres de Pout. Donc après les études au lycée de Limamoulaye, donc j'avais une bourse pour étudier la médecine au Maroc. Donc je suis médecin, j'ai terminé la médecine, puis j'étais interne des hôpitaux. J'ai commencé la chirurgie cardiaque comme spécialité avant de partir aux États-Unis pour faire un master en santé publique au niveau de l'université George Washington et puis un autre master en business et en administration avec une concentration en finance au niveau de l'université Johns Hopkins.
Donc, j'ai travaillé à Washington, D.C. comme vice-président d'une compagnie qui gère 5 cliniques au niveau de Washington, D.C. avant de me rendre compte que la digitalisation, c'est ça qui va sauver l'Afrique et les opportunités sont là-bas et il y a plus de possibilités de faire un grand impact. D'où j'ai créé Calpe, dont je suis le fondateur et le CEO depuis décembre 2018, qui est une compagnie actuellement qui a plus de 13 000 utilisateurs, 1 milliard de volume de transactions par mois. Et nous aidons aussi les gouvernements au niveau de la digitalisation. Récemment, on vient de livrer 2 plateformes à Petrosen. Bravo, bravo. Oui, bravo à vous aussi, hein, Ibrahima Kane. Alors, la parole au doyen de ce panel en attendant que Nafissa Touti nous revienne. Modibo Diop. Oui, bonsoir, chers amis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Ousmane. Bonsoir, Modibo. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Bon, moi, je suis ingénieur polytechnicien, mais nous, c'est la vieille école. Depuis 1984, donc il y a à peu près 36 ans maintenant. Et j'ai un long parcours dans le secteur privé d'abord, après le secteur public, parce qu'au départ, j'étais dans le groupe CEPAO Pino en France, avec tout ce qui était volet infrastructure, énergie, pour l'Afrique de l'Ouest, équipement industriel. Bon, pendant une dizaine d'années, et je suis allé encore faire une graduation en économie et diplomatie au CEDS de Paris, ce qu'ils appellent le Cercle Manso à Paris, pour faire économie et diplomatie, économie internationale et diplomatie. Oui. Avant de revenir reprendre un cabinet personnel où j'ai toujours été dans l'énergie. Pourquoi je parle de l'énergie? Parce que c'est l'énergie qui m'a amené au TIC. L'énergie globalement, les infrastructures et un peu le oil and gaz après. Avant de revenir être numéro 2 de la Sénélec, j'ai été dans le public aussi. J'ai été numéro 2 de la Sénélec pendant longtemps, où j'ai conduit les grands programmes d'énergie à la Sénélec, en centrale, en dispatching, le grand dispatching de Mbao. C'est parti un peu des grandes réalisations dans le numérique, dans l'énergie que nous avons fait dans les années 2005-2006, avant d'être directeur général de l'ASER pendant quelques années. Et après, je suis ressorti pour reprendre le secteur privé que j'ai connu. Et je travaille principalement dans le oil and gaz et les TIC et l'énergie pour des compagnies étrangères comme Intership, si ça vous dit quelque chose. Vous faites Barge.com, ils sont dans ce qu'ils appellent le off-world accommodation barge, c'est-à-dire c'est les barges de support d'exploitation d'énergie. Quand on fait des plateformes énergétiques, vous avez besoin des hôtels en haute mer pour faire le support d'exploitation, les installations contrôle. Donc, c'est l'expérience c'était un peu, quand vous avez pratiquement un très grand réseau, 1700 km sur l'OMS, pratiquement 5 pour contrôler toutes les centres, contrôler les stations, on appelle ça des rapatriements de données. Par exemple, être à Dakar et savoir le poste de Tamba, comment il se comporte. Là, vous avez les grosses des postes de tension. Le dernier câble, on appelle ça un câble de garde en fibre optique. C'est des débits de la fibre optique en 20 ans qui nous permettaient de rapatrier les données d'énergie sur les centrales pour les conduire ainsi de suite. Donc, c'est l'énergie qui, d'une certaine manière, m'a ramené au TIC, ce qui a fait que j'ai fait beaucoup de formations. Les plus grands industriels dans l'électronique, dans le numérique et dans le pays. Quelques soucis hein, avec la connexion de donc vraiment, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour échanger. Et depuis pratiquement 5 ans, je suis au mouvement des Antilles du Sénégal. C'est un mouvement patronal comme 3 ou 4 qui existent, dans lesquels je me charge de toutes les questions d'économie, de finances et de fiscalité. Oui, merci, hein? Merci Modibo. Désolé à ceux qui nous font le plaisir de nous suivre parce qu'il y a eu quelques soucis un peu dans sa connexion. Je l'invite d'ailleurs à la retravailler, à la renforcer un peu, même invite à Serine Malik Tal également, parce qu'évidemment, on veut que ça passe très bien. Après les garçons, la parole à Maître Nafissa Touti. Oui, bonjour Ousmane, excusez-moi, Ousmane, merci de me recevoir aujourd'hui.
Pour ce qui est de la présentation, moi, je suis née, j'ai grandi au Sénégal, j'ai étudié entre la France et la Belgique. En Belgique, où je suis devenue avocate. Et donc, lors de mes études, en fait, j'ai accédé très naturellement à des informations juridiques en ligne dans les bases de données. Et une fois que je suis rentrée au Sénégal en 2014, je me suis rendu compte que ce type d'information n'existait pas et ça me semblait un peu bizarre. Alors, j'ai petit à petit commencé à faire une petite collecte d'abord pour mon usage personnel, puis ensuite parce que voilà, pour partager aussi, parce que voilà, je me retrouvais avec beaucoup de données que j'ai voulu partager donc, et on a lancé Signolex.sn. Oui. Là-dessus, on fait en fait du conseil juridique en ligne. Pour les particuliers, il y a beaucoup de questions de divorce qui se posent, qui se règlent, mais aussi pour les entreprises, accompagnement des jeunes structures qui, bon, lorsqu'on se lance, on n'a pas vraiment forcément un gros budget pour payer un gros cabinet, mais on a quand même besoin de conseils pour savoir comment structurer sa société, comment organiser les relations avec ses partenaires, et puis plus tard, avoir des contrats, voilà, avoir signé des contrats, écrire des contrats. Et donc, nous accompagnons les entreprises là-dessus. À côté de ça, nous avons lancé l'année passée Signolex.africa. Donc, c'est la plus grosse base de données de droit d'information juridique en Afrique. Donc, nous avons collecté plus de 70 000 documents sur 15 pays et 8 zones économiques. Et donc, en fait, sur cette base de données, qu'est-ce qu'on offre? En fait, on offre un accès facile en ligne aux informations juridiques africaines à destination de qui? Des étudiants qui écrivent leur mémoire et leur thèse, de leurs professeurs qui contrôlent aussi leurs travaux, mais qui de temps en temps ont besoin de publier des articles et ont besoin de se documenter sur les articles qu'ils publient ou les livres qu'ils publient, à destination des juristes d'entreprise et des avocats, puisqu'au jour le jour, ils doivent aussi répondre à des questions juridiques. Et pour cela, eh bien, il faut pouvoir savoir quel texte s'applique ou répondre à une question sur un texte qui s'appliquait il y a peut-être quelques années en arrière, mais qui n'est plus d'application, ou tout simplement trouver une jurisprudence sur une thématique sur laquelle la loi n'est pas très claire, mais voilà, la jurisprudence a apporté un éclairage. Autre chose aussi, les investisseurs, lorsqu'on arrive d'en prendre des risques, de pouvoir aussi s'assurer que, juridiquement parlant, les risques qu'on prend sont mesurés. Donc, on a besoin quand même d'accéder à de l'information sur, par exemple, la fiscalité. Si on fait, par exemple, du commerce intracontinental, de savoir quelles sont les conditions en matière douanière, notamment. Est-ce qu'on peut par exemple, exporter un tel produit vers un autre, à quelles conditions c'est taxé, qui se passe? Et je vais vous raconter une anecdote. C'est que souvent, je ne vais pas vous dire quel État, les États retrouvent leur texte, puisque du coup, le système d'archivage n'est pas organisé comme ça devrait l'être, sur papier, et électroniquement, c'est encore pas vraiment ça. Et donc, nous, en fait, à terme, nous souhaitons aussi pouvoir accompagner les États pour faire ce travail. Voilà, et comment s'est passée l'année 2020 pour nous? Peut-être que je vous en parlerai tout à l'heure quand la question se posera. Avec je vous laisse la parole. Avec plaisir, merci beaucoup, Maître Nafissatou Tine. Je me désole du fait qu'encore une fois, il y a quelques soucis de connectivité aussi avec Maître Nafissatou, mais merci de renforcer cela parce que c'est le dernier panel de l'année en plus. J'aimerais que tout se passe très bien techniquement et que bien sûr notre public nous écoute avec le maximum de confort. Une première question de fond avec Thierno Sakho. J'aimerais qu'on fasse un tour de table d'ailleurs sur, selon vous, quelles ont été les belles réalisations numériques au Sénégal cette année ou ces dernières années. Thierno Sakho. Question très ouverte. Oui. Merci Ousmane. Moi, je dirais que la découverte ou le succès, c'est que enfin le numérique prend sa place qu'elle mérite dans le discours, on va dire, ou politique, et dans le discours aussi des décideurs, que ce soit les corporates, que ce soit le gouvernement, que ce soit au plus haut niveau. On n'avait pas encore vraiment conscience de la possibilité d'utiliser le numérique comme un
autant un levier de croissance, mais aussi un levier de résilience par rapport à une éventuelle crise. Et c'est l'avantage aussi de cette crise de la Covid, c'est qu'on a pu voir des sociétés qui ont pu continuer à tourner tout en étant à distance. Donc, le travail à distance, on n'a plus besoin d'être tous dans des bureaux, on peut être dans à des milliers de kilomètres et pouvoir travailler. Ça, c'est le premier élément. Toujours autour du numérique, on a vu des initiatives comme les initiatives de l'école polytechnique, Dr Carr et autres. En tout cas, c'est des choses qui ont permis à la population et surtout aux décideurs de se dire, oui, le numérique devient quelque chose d'important pour le futur. Et moi, je pense que c'est ça la grande victoire de cette année 2020. Et on le voit, c'est une tendance de fond qui est là. Les grandes sociétés, l'État, les écoles, tout le monde a engagé aujourd'hui sa transformation digitale. Et je pense que c'est une tendance de fond qui va s'accentuer en 2021-2022. Mais c'était, on va dire, ce sur quoi on doit pouvoir en tout cas être fier. C'est qu'aujourd'hui, le numérique occupe une place dans les discussions, dans les échanges, dans l'organisation, dans la roadmap des décideurs qui est là et qui est assez importante. Merci Thierno. Je poursuivrai le tour tout à l'heure avec les autres, vos co-panélistes. Mais j'aimerais quand même m'arrêter sur le discours et les actes. Justement, le discours, il est là, le président fait des sorties régulières pour parler de transformation digitale. En même temps, dans notre administration, c'est encore très lent. Autre sujet, l'état civil, on est encore très loin de là où on devrait arriver. Est-ce que pour autant, en partant de ce que vous avez dit, il faudrait être vraiment rassuré ou plutôt s'inquiéter du fait qu'il y a encore un gap entre les actions et la théorie? En fait, ce qu'il faut comprendre aussi dans la transformation digitale et que beaucoup n'ont pas, on va dire, inclus dans le process, c'est la partie évangélisation, ce que je considère la partie évangélisation découverte. On ne peut pas changer, on va dire, toute une manière de faire qui s'est fait sur 10, 15, 20 ans en un laps de temps. C'est facile pour nous parce que peut-être on est une génération qui a pu développer on va dire, une capacité d'agilité. C'est des concepts, lorsqu'on parle d'agilité, c'est pas tout le monde qui a cette capacité d'agilité-là, surtout sur quelqu'un qui a construit, on va dire, ou une organisation qui a construit son process sur une façon de faire qui date de 10, 15, 20 ans. Et donc pour ça, en fait, il y a toute une phase d'évangélisation, d'éducation digital à faire auprès de ces organisations, de ces institutions-là, de ces institutions gouvernementales ou même au niveau du monde corporel. Et je pense que 2020 aura été cette année où il y aura eu ce gros travail d'évangélisation, de dire, OK, je me pensais que je pouvais avancer sans le digital. Je pense que maintenant, j'ai besoin du digital. Maintenant, la seconde phase qui va plus entrer en 2021, c'est comment je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire pour engager ce changement, on va dire, de manière de faire? Et c'est là où on s'en va. Donc oui, il y a eu des institutions au sein de l'État qui ont pu engager ce début de transformation digitale. D'autres sont encore dans une phase de découverte. Il va falloir encore un portage institutionnel et un portage étatique encore beaucoup plus fort sur cette question-là. Mais il y a cette transformation qui se fait, pour certains, très lentement, pour d'autres de manière beaucoup plus active. Après, c'est à nous tous de pousser dans ce sens-là pour que ça soit une tendance de fond assez forte. Tout à fait. En tout cas, c'est rassurant de voir un président de la République qui, dans ses discours, parle régulièrement de transformation digitale, de digitalisation, de numérisation. Et comme Thierno l'a dit, et tout le monde peut être d'accord là-dessus, effectivement, les manières de faire, c'est difficile de les changer. Ça se fait sur plusieurs années. Je ne sais pas si c'est l'avis aussi de Serigne Malick Tall, très critique. Oui, un avis partagé. Mon avis est celui-ci. Mais qu'est-ce qui est partagé? C'est mon avis ou c'est l'avis de Thierno? Non, mon avis à moi entre la position de Thierno et la de Ousmane. Mais en réalité, ce que je pense, c'est que le public, l'État du Sénégal, a lancé bien plus d'initiatives pour la promotion de l'industrie numérique qu'il jamais, enfin, moi en tout cas, de mes 10 ans de carrière entrepreneuriale dans cette industrie, je ne me rappelle pas avoir vu un tel effort.
bien ça à saluer. Les initiatives, si on commence à les citer, on n'arrête pas. On a le Conseil présidentiel pour le numérique. On a l'ADER qui monte en puissance. On a le financement de l'incubateur DER. On a le parc technologique numérique. On a le supercalculateur. Ça n'arrête pas. Il y a énormément de choses qui sont lancées et qui ont été renforcées cette année. Je pense que, donc ça, c'est une chose qui est active. Nos gouvernants savent et veulent aller de l'avant. Pour la première fois, on est critique envers nous-mêmes et pas envers nos gouvernants. Je pense que les dynamiques de développement se sont ralenties du côté des entrepreneurs et du côté des écosystèmes entrepreneuriaux. On est moins synergisé, on est plus éclaté, on est plus chacun de notre côté. On met de moins en moins en œuvre d'actions communes et on pense moins notre écosystème ensemble. C'est faute d'être et d'avoir un secteur privé fort. C'est pour ça que, selon moi, l'une des plus grandes réussites cette année, la plus grande, même si cette année n'a pas fait grand-chose pour l'instant, la plus grande réussite cette année me concernant, c'est le fait qu'on soit arrivé à structurer cette start-up. On va devoir aller plus loin en mettant en œuvre un programme, en designant et en mettant en œuvre un programme qui va apporter des services à nos écosystèmes. Mais moi, j'ai envie de retenir la structuration de cette start-up comme l'élément majeur, parce que je pense que cette année, tout le monde s'est préparé à la sortie de crise. Personne n'a réellement mis en œuvre des choses impactantes. Les programmes publics existent. On espère qu'ils vont aller au bout. C'est à nous, secteur privé, de jouer notre partition. Et pas dans le sens de construire chacun nos entités. Non, construire un environnement. Le secteur privé a un rôle très important dans l'environnement et on fait souvent appel au rôle du public et on oublie notre rôle à nous. Mais on pourra y revenir plus tard. Merci beaucoup, Serigne Malick Tall. Docteur Ibrahima Kane, pour vous, la réalisation phare, les réalisations phares? Bon, moi, je pense que je vais rejoindre un peu le point de vue de Sakho Thierno. Je pense que c'est la plus grande réalisation, c'est qu'au Sénégal actuellement, les gens croient à la digitalisation. Même ceux qui sont dans les villages, ils croient à la digitalisation. Et quand tu es une start-up actuellement, les gens ne vous prennent pas comme quelqu'un qui n'a pas de boulot. Alors qu'il y a de cela quelques années, si tu dis que tu es une start-up, les gens disent, bon, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait et il n'a pas de boulot, c'est pourquoi il est en train de faire de l'auto-entrepreneuriat. Actuellement, au Sénégal, partout, tu dis que tu es entrepreneur. Dans le digital, les gens veulent écouter, les gens veulent savoir, les gens à travers avec vous. Là où peut-être je vais avec... je pense qu'ils ont fait un bon boulot en mettant en place des structures qui permettent l'épanouissement dans le domaine digital. Mais moi, j'attends plus des actes forts de la part du gouvernement. Et on l'a vu dans certains pays, notamment l'Inde, qui s'est réveillé un jour, ils ont retiré 90% des billets de banque. Donc, tout le monde était obligé de partir se digitaliser pour ces paiements. Aujourd'hui, si l'État se lève et pour dire, écoutez, il y a Calpay, il y a Orange Money, il y a Paymoney, il y a Yeb, il y a Wizall. Donc, tous les paiements que vous faites pour le gouvernement, maintenant, c'est digital. Je pense que cela va enclencher et je pense que les flux sont assez mûrs, je pense, pour ça. Oui, donc, vraiment... Oui, mais est-ce que les conditions sont remplies pour ce cashless définitif quand on sait, par exemple, que il nous manque encore l'interopérabilité? Vous pensez que ce n'est pas un obstacle important? Bon, moi, je ne pense pas que c'est un obstacle parce que quand vous parlez d'interopérabilité, nous, on a créé l'interopérabilité depuis, je pense, juin 2020 et je pense qu'on a beaucoup de clients qui utilisent ça. Donc, ce n'est pas la technologie qui manque, il est là, il est créé. C'est juste, je pense que c'est les actes forts et cela va, je pense, enclencher vraiment le processus. Merci. Est-ce que Modibo Diop est revenu? Je le voyais qui bougeait tout à l'heure. Oui.
Je suis là, mon cher ami. Oui, Modibo, en espérant que votre connexion a été renforcée. Selon vous, les faits majeurs, les actes majeurs dans le numérique de ces dernières années ou de cette année finissante? Voilà, moi, ce que je note d'abord, c'est la volonté gouvernementale dans ce secteur, parce que j'ai eu l'avantage depuis 5 ans d'avoir travaillé pour des cabinets qui ont accompagné l'ensemble des réformes au niveau du numérique. Donc, ils ont commencé déjà par réformer le code des télécommunications avec des avancées extrêmement importantes comme l'arrivée des FAI, qui existent aujourd'hui, des MVNO, il y en a deux qui commencent. Et la stratégie SN2 de 2025 qui est extrêmement détaillée sur ces aspects publics comme privés. Des questions importantes aussi comme l'identité numérique. Quelqu'un a parlé de l'état civil. Mais l'état civil, vous ne pouvez pas régler ça tant que cette question d'identité numérique, vous ne l'avez pas réglée. L'état civil est un aspect de l'identité numérique. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que sinon, on va vers le ventre. Donc, dans tous ces codes-là, ces questions sont d'une certaine manière brossées. Et l'une des plus grandes avancées aussi, bon, il y a le parc, quelqu'un l'a cité, qui est une avancée extraordinaire, le supercalculateur, mais l'une des plus grandes avancées au niveau étatique sur le plan institutionnel par rapport au secteur privé, c'est cette nouvelle loi Start-up qui vient d'être votée il y a quelques temps, qui fait vraiment une promotion du secteur privé national dans le secteur numérique, ce que nous réclamions depuis 4-5 ans. Bon, sur le ONN Gaz, nous l'avons dans le contenu local, où c'est une préférence nationale pour les compagnies sénégalaises dans les futures ressources naturelles. C'est l'équivalent que nous avons transposé dans le numérique. Et je pense que ça aussi c'est important parce que jusqu'à présent, toutes les grandes conquêtes du numérique comme les passeports, les carburants, tout ça, ça a été fait par des étrangers parce que tout simplement, il n'y avait pas une protection juridique. Pourtant, l'expertise était là. Mais cette question, elle est derrière nous aujourd'hui avec la nouvelle loi Start-up, qui fait que c'est des sociétés nationales qui auront l'avantage dans le secteur privé de travailler et de bénéficier de ces grands dossiers de l'État, d'identification comme demain peut-être le passeport, l'état civil, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi, c'est ça que je note comme grande avancée dans le secteur que nous avions eu pendant quelques années. Par exemple, regardez le cas des FAI, les services d'accès à l'Internet. Ça fait 5 ans qu'on en discute, ils sont là et ça marche, c'est un plaisir de les voir fonctionner. Bon, les MVNO, ça commence un peu. Il y a eu le premier qui s'est installé, il y a eu quelques problèmes, mais qui fonctionnent comme et tout ça, c'est des sociétés sénégalaises qui le font dans les télécoms et dans le monde. Donc, il y a une volonté politique qui est énorme pour des gens comme moi qui tournent dans la sous-région. Vraiment, dans le pays, on a fait des avancées extrêmement politiques. Il faut le reconnaître, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de réformes. Moi, je suis même en train de me dire aujourd'hui, il faut s'arrêter pour regarder les réformes. Je donne un cas simple. Dans le code des télécommunications, le découpage de la fibre existe, mais ça ne peut pas se faire parce qu'il y a quelques opérateurs qui sont un peu réticents sur cela. Je comprends le problème. Dégroupage de la boucle locale ou de la fibre? Parce que le dégroupage de la fibre, ça reste... Les deux. Bon. Les deux, surtout la fibre. La fibre, il faut on arrive à la déboucher. C'est important pour permettre aux opérateurs d'avoir accès à certaines infrastructures d'un opérateur qui était là depuis longtemps. Bon, oui, Modibo, je ne voudrais pas le citer, c'est important. Modibo, non, mais c'est un peu... Oui, excusez-moi, mais c'est important qu'on se comprenne là. J'ai l'impression qu'on se perd. Je dis que ce qui est acquis au Sénégal, c'est le dégroupage de la boucle locale, mais le dégroupage de la fibre, ça reste un défi. Ce n'est pas encore acté. On est d'accord sur la même ligne? On est sur la même ligne? Oui. C'est pourquoi je dis, c'est le grand problème. Pourtant, il est prévu dans le code des télécommunications. Il est prévu dans le code des télécommunications, le découpage de la fibre. C'est prévu. Parce qu'aujourd'hui, en dehors du code, il y a une nouvelle loi, la loi du partage des infrastructures aussi, qui vient renforcer cette idée. Mais nous avons des difficultés pour la mettre en œuvre. Oui. Nous comprenons les raisons de l'opérateur historique, nous les comprenons, mais quand même, ceux qui ont étudié le code et ceux qui sont en train de faire la loi sur le partage des infrastructures connaissent ces problèmes. Donc ça, je donne un cas, c'est pour vous dire qu'on a eu tellement de réformes depuis 5 ans qu'il est temps de s'arrêter pour regarder quand même quels sont les aspects positifs sur les réformes et quelles sont les attentes qui n'ont pas été respectées dans les autres réformes, le Conseil national du numérique, qui est le IT Board du numérique, qui a été mis en place depuis 2 ans, qui peine un peu à démarrer, mais qui fonctionne d'une certaine manière. Donc, pour dire que vraiment, Ousmane, il y a eu beaucoup d'efforts, il faut reconnaître, il y a eu beaucoup d'efforts. Moi, j'ai l'avantage de travailler sur d'autres pays.
au niveau du gouvernement pour pouvoir insérer le secteur privé national dans ce système et pour faire avancer la numérisation, donc la digitalisation du Sénégal. Par contre, quelques questions techniques existent. Vous avez parlé de l'interopérabilité, qui est vrai. Je reviendrai sur M. Khan. Le cas de l'Inde, quand ils ont décidé de faire du cashless, ce n'est pas la même chose, M. Khan. Attention. Ils étaient dans une situation de faillite économique qui a expliqué ce cashless. On peut y arriver, mais il va falloir des étapes aussi, parce que nous sommes dans un système bancaire encadré par la BCEAO. Nous sommes dans une zone monétaire, nous sommes aussi demain dans une zone CDK qui va s'étendre. Tout ça, ce sont des questions qui ne nous donnent pas cette grosse autonomie qu'ont ces pays-là. L'Inde peut se réveiller et peut le faire. Mais nous sommes dans un cadre, il va falloir harmoniser, discuter avec l'UEMOA, discuter avec la CEDEAO, discuter demain même avec la ZDK, qui rentre en vigueur à partir du 1er janvier. Oui, merci Modibo. On vous revient. Hein. Je vais également donner la parole à Ibrahim Khan qui va se prononcer. Mais juste pour finir mon tour de table avec Maître Nafissatou Tine en ligne de Bruxelles, sur ce qu'elle considère comme étant en ligne de Dakar, pardon. Bon, on s'y perd finalement entre Dakar, Bruxelles et Paris, mais on comprend. Alors, quelles sont selon vous les actions phares dans le numérique ces derniers temps? Écoutez, moi je pense que, comme l'a dit M. Keïta, que oui, il y a une loi qui a été votée sur le numérique, mais je n'ai pas forcément vu de statut spécifique pour les startups du numérique pour accéder, par exemple, au marché public. Or, actuellement, pour pouvoir participer au marché public, pour pouvoir, comment dirais-je, proposer ces services, les conditions financières sont tellement lourdes que finalement, les startups du numérique qui apportent de l'innovation, ici pour le Sénégal, ne peuvent même pas y accéder, quoi. Et donc ça, c'est quand même une grosse problématique parce qu'on se retrouve aussi avec des startups qui sont super compétentes, mais qui ne peuvent pas concourir à construire et à innover dans leur pays. Donc ça, c'est quand même un problème. Et autre chose, l'État, effectivement, a une grande volonté, finalement, d'innover, en tout cas, et de faire rentrer le Sénégal dans l'ère du numérique. Mais la question est, est-ce que l'État souhaite le faire avec les talents locaux? C'est ça la question, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a une réelle volonté. Est-ce qu'on invite les startups locales du numérique à venir discuter des politiques, des axes dans lesquels en fait le gouvernement souhaite innover? Est-ce qu'on informe les startups locales du domaine du numérique des projets en cours sur lesquels ils pourraient participer pour développer leur pays? Ça m'étonne beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de flou. Et moi, j'ai un exemple, hein, mais bon, je vais pas en parler maintenant. Mais je n'ai pas l'impression que les startups sont beaucoup plus impliquées. On a l'impression, moi, mon sentiment actuellement, c'est qu'on préfère encore, malgré l'existence des talents locaux, faire encore appel aux entreprises étrangères. Et il n'y a pas non plus cette volonté, par exemple, lorsque des contrats sont signés, d'inviter les entreprises étrangères à faire un transfert, par exemple, de compétences s'il y a lieu, parce que de toute façon, elles ont peut-être la technologie, mais elles n'ont pas une connaissance du contexte et des problématiques locales. Et donc, il n'y a pas forcément cette invitation, ou en tout cas cette obligation faite aux entreprises étrangères qui remportent les marchés à coopérer avec les structures locales pour leur permettre aussi de bénéficier comment dirais-je, d'une part de la manne financière qu'elle reste dans le pays, et d'autre part de contribuer aussi à faire travailler nos talents sénégalaises. Merci. Ça, c'est une question que je me pose dans la nouvelle loi sur les startups. Donc, il n'y a pas vraiment cette notion d'inclusion des startups du numérique dans l'accès au marché public. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Merci, Maître Nafissatou Tine. Merci, Maître Nafissatou Tine. Je sais qu'évidemment, le sujet regarde forcément Thierno Sakho, qui se situe un peu du côté des entrepreneurs, qui les accompagnent au jour le jour. Mais je passe d'abord par Serigne Malick Tall. Dernièrement, il y a eu un débat comme ça, où le thème qui revenait le plus souvent, c'est effectivement faire confiance aux acteurs locaux, un État qui fabrique des champions nationaux. Vous en pensez quoi, cette question de confiance finalement? Elle devrait être résolue comment? Pour ma part, je vais me porter un peu en faux par rapport à ce qui a été dit et pas être d'accord avec la chose. Il y a deux ou trois éléments fondamentaux pour moi.
Le premier, c'est que cette histoire de marché. Pardon? De marché. Bon, d'abord, cette histoire d'être à la table. Oui. Pourquoi les entreprises sénégalaises ne sont pas à la table? On a toujours l'impression que notre gouvernement se lève, décide d'évolution, on discute en interne dans le public, les fonctionnaires ne discutent pas avec les entreprises et ensuite vont chercher des entreprises internationales pour leur donner des marchés ou pour leur demander de les aider à réaliser certaines choses. Non, ce n'est pas le cas. Les gens cherchent, mais ne voient pas. On a des vraies lacunes. Nos entreprises ont des vraies lacunes. Et la première des lacunes, c'est de ne pas être à la table. Pour être à la table, c'est aussi simple que d'aller adhérer aux différentes organisations patronales à qui nos États parlent. Aujourd'hui, tous les services gouvernementaux, toutes les agences publiques parlent au secteur privé. Au ministère, à la présidence. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous aurez la parole, Nafissatou, on vous retourne la parole tout à l'heure. Oui. Poursuivez, Marie. Patronale. Il y en a un certain nombre. Faisons le sondage. Monsieur Diop est membre du MEDES. Certains sont membres de la CNES. Certains sont politiques. Moi, je suis membre, entre autres choses, de cette start-up. Désolé, hein. Je disais, et puis de beaucoup d'autres initiatives qui sont plus ou moins en contact avec l'État du Sénégal. On a les chambres de commerce, qui ici en est membre? On a l'UNACOA, qui ici en est membre? Pour ce qui concerne le commerce. On a les organisations de conseil, qui ici en est membre? Dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a une vraie lacune. Notre État ne peut pas parler à tout le monde. Il reconnaît des acteurs historiques. Ou on rejoint ces acteurs historiques, ou on se pose en face d'eux comme une alternative crédible à qui l'État peut parler. Mais je pense aujourd'hui qu'on n'a pas un secteur privé structuré de manière à apporter de la valeur. Je me rappelle dans les années 90, bon, dans ma telle année, quand j'étais enfant, mais je lisais les contributions du secteur privé au développement national. Ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas vu. Je sais que le MEDES en fait, je sais que la CNES en a fait, le CNP travaille sur certains sujets et pas d'autres. Mais on a le CIS dirigé par M. Babacar Ngom, etc. Notre secteur privé est éclaté. Et dans chaque partie de ce secteur privé, on va trouver des acteurs numériques. Il y a une chose qui est essentielle, c'est qu'il faut qu'on arrive à structurer notre environnement pour offrir à notre État un interlocuteur crédible. Ça, c'est mon premier point. Oui. Mon deuxième, dans un monde de compétition dans lequel on vit, État Sénégal va acheter un certain nombre de services ou de produits pour le peuple sénégalais. Il veut acheter le meilleur au meilleur prix et aux meilleures conditions. Je suis désolé de dire ça, mais on n'est pas dans un monde où on peut se permettre d'être moins bon et demander qu'on nous donne parce qu'on est sénégalais. Ça, c'est ce dont tout le monde rêve, la préférence nationale. Dans aucun État africain, elle n'existe et elle n'existera sur les 20 ou 30 prochaines années. Il faut regarder les dynamiques géopolitiques, regarder les influences extérieures, regarder comment nos économies sont structurées, regarder comment les États sont financés, pour savoir que même les dynamiques de coopération internationale nous empêchent d'aller dans cette dynamique. Donc, ça veut dire qu'on doit être aussi bon en termes de produits, à des prix aussi compétitifs, aussi compétitifs. Je pense que les acteurs qui sont bons aujourd'hui arrivent à faire des produits de bonne qualité. On a des Sénégalais qui, dans tous les domaines, notamment dans le domaine numérique, arrivent à faire des produits de qualité. Je pense trop peu, mais on en a. Je pense qu'on a la capacité de faire des prix compétitifs. Mais ce qu'on n'a pas, c'est des bonnes conditions. Tout à l'heure, on parlait de l'état civil ou bien du passeport numérique. Oui. Tout est financé par l'Union européenne à 30 millions d'euros, à peu près 17,4 milliards. Et on se demande pourquoi ils gagnent ce marché et on dit qu'il faut que les entreprises sénégalaises en aient une part.
c'est simple. Cette problématique est une problématique où énormément de réflexions existent, où différentes générations d'hommes d'affaires sénégalais dans le numérique ont réfléchi et ont des solutions pertinentes. Pourquoi on n'a pas le marché? Parce qu'on n'a pas la capacité de financer. Et je vais dire la même chose que ce que j'ai dit la dernière fois. Un secteur privé qui a financé 30 millions d'euros sur un projet qui va certainement rapporter 100% de marge, ce n'est pas un secteur privé viable. Ce n'est pas une offre compétitive. On ne peut pas venir en face des offreurs étrangers et dire à l'État du Sénégal que nous ne sommes pas capables de financer. Ça doit faire partie du produit que nous offrons. Il faut qu'on soit plus compétitif sur nos conditions, sur nos prix et sur nos coûts. Effectivement, on doit être accompagné. Oui. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour. Et quel que soit l'accompagnement que nous recevrons, nous allons nous-mêmes chercher la capacité de proposer à nos gouvernements des offres auxquelles qu'ils ne peuvent pas refuser. Je pense qu'aujourd'hui, la balle n'est pas dans le camp du public, la balle est dans le camp du privé. Même si effectivement... Il faut peut-être un peu nuancer, monsieur, parce que voilà, c'est très intéressant ce que vous dites, hein, mais il y a quand même une réalité sur le terrain entre ces belles paroles et la réalité, quoi. On sait bien qu'on est dans un pays quand même où la corruption fait rage, où le copinage fait rage, et donc il y a aussi ces éléments dont il faut tenir compte. Enfin voilà, peut-être que c'est pas politiquement correct de l'annoncer, mais faudrait quand même peut-être le reconnaître. On redonne la... Ça fait plus réactif, en tout cas, oui, pour le secteur. Celui-là, je disais donc, je disais qu'il faut tenir compte du fait qu'on est dans un pays où, à côté de toutes les belles paroles qui ont été dites, le copinage et la corruption font rage et sont beaucoup plus destructifs pour nos États fragiles, nos économies fragiles, nos entreprises fragiles que dans d'autres pays. Et je pense qu'à côté des belles paroles consistant à dire que voilà, seules les meilleures entreprises sont sélectionnées, il faut quand même tempérer ça en sachant que souvent, on n'est pas choisi parce qu'on est le meilleur, mais on est choisi parce qu'on connaît celui qui donne le marché ou peut-être qu'on lui a laissé un dessous de table. Voilà. Oui, Seigne Malik, répondez un peu en quelques secondes, après on passe aux autres panélistes, s'il vous plaît. En quelques secondes, vous savez, c'est comme tous les débats où on parle des tares qui empêchent d'avancer. On va dire le racisme va empêcher les Noirs d'avancer. On va dire la corruption va empêcher notre pays d'avancer. La corruption existe dans tous les pays à plus ou moins grand degré. Vous prenez un pays comme le Nigeria. Certains disent que c'est le pays le plus corrompu du monde. Pourtant, c'est le pays où le dynamisme économique est aujourd'hui le plus grand du monde. On dit qu'on a un niveau de corruption au Sénégal qui empêche de faire des affaires ou qui désavantage des entreprises sénégalaises. Personnellement, après 10 ans d'entreprise, je ne le crois pas. Je ne l'ai jamais vécu. Et effectivement, vous avez des situations où il y a des forces occultes qui se battent, des lobbies. Des gens font pression. Mais comme sur tous les gouvernements du monde, et je suis désolé de le dire, c'est peut-être les parties des choses dont on ne parle jamais, c'est aussi le rôle d'un secteur privé fort. C'est aussi, vous savez, la chose qui est arrivée en 2020, que personne n'a vu, enfin, que personne n'a vu, en tout cas, dont, voilà, ou bien en tout cas, dont on s'est rendu compte, je pense, c'est des séquences au Cap pour le secteur privé sénégalais. Quand un secteur privé est fort et incarné par des personnes fortes, il a la capacité de représenter un contre-pouvoir. On peut éviter ce genre de choses. On a régulièrement vu sur des marchés publics, des marchés donnés à l'étranger, ramenés au Sénégal. On a vu des parts de capital, de sociétés données à des étrangers, ramenés au Sénégal. Ce sont des combats que les gens mènent. Et aujourd'hui, toutes les sociétés du monde, les sociétés d'influence, les sociétés d'intérêt se structurent en lobby. Ça fait partie des affaires. Moi, je dirige une société qui s'appelle Marenmore, qui appartient à un groupe nigérian. On a un département lobbying et c'est pas toujours rose.
Merci Malik, merci Nafissatou. Vous pourrez rebondir un peu plus tard. Thierno Sakho? Est-ce que Thierno est toujours avec nous? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, Thierno, votre regard un peu sur cette confiance qu'il faut faire ou pas aux acteurs locaux, s'il faut mieux ouvrir vers l'international ou s'il faut une préférence nationale? Non, très clairement, du point de vue personnel ou du point de vue de l'institution où je travaille, l'ADER, très clairement, on a assumé le choix de la préférence nationale. Ça, c'est quelque chose qui, depuis le début, en tout cas, on le porte. Pourquoi je donne l'exemple de l'ADER et pourquoi l'ADER aussi a été un très bon catalyseur pour au moins donner de la visibilité sur ce monde start-up. Moi, je n'ai jamais été dans le monde start-up. J'ai été banquier, corporate et autres. Quand je suis entré à l'ADER, on a eu 2-3 avantages. C'est que l'ADER était ancré au sein de la présidence de la République, donc une discussion directe entre, on va dire, l'ADER et le président de la République. On a eu la chance aussi d'avoir un délégué général que tu connais, qui est très actif et qui sait comment faire bouger les lignes. Et aussi, on a eu une équipe avec un état d'esprit comme moi-même, ancien banquier, n'importe qui, assez disruptif et qui veut faire bouger les lignes. Et le dernier point, c'est on avait quand même les moyens un petit peu de nos ambitions. Ça aussi, ça joue beaucoup quand on est une institution étatique. Tout cela nous a permis, au bout de 2 ans d'intervention, d'avoir de la crédibilité au sein de l'écosystème, on va dire, d'innovation du Sénégal et principalement au sein de l'écosystème des startups. Les 2 premières années, notre focus a été finançons le maximum d'initiatives de jeunes qui veulent se lancer pour développer leur startup. Cette année, notre priorité a été sur comment faire évoluer ça. On a compris que le financement était bien, mais l'heure était arrivée d'engager maintenant une discussion entre les acteurs de l'innovation et les structures étatiques et les corporates. C'est pourquoi le focus maintenant est sur tout ce qui est programme d'open innovation. Open innovation, parce que nous savons que c'est ça le futur. Le futur, c'est comment amener cette dose d'agilité, cette culture de la start-up au sein du monde corporate ou au sein du monde de l'administration. Même pour nous qui sommes, on va dire, dans une institution étatique classée par le président de la République classe A, on a des difficultés pour pouvoir engager une discussion, je donne un exemple, entre une institution étatique et des startups de notre portefeuille. Même pour nous qui sommes au sein de la présidence, je veux dire. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. On essaie de le faire, on essaie de le structurer. L'évangélisation, je reviens encore sur cette culture d'évangélisation-là. On ne peut pas changer un état d'esprit de quelqu'un qui, durant 30 ans, travaille d'une certaine manière, du jour au lendemain, à vouloir travailler avec Serine Malick Tall sur une initiative qui coûte 1 milliard ou 2 milliards. On a réussi à le faire. L'année passée, on a fait Get There. Get There, c'était comment amener la digitalisation dans le secteur de l'élevage. On parle de l'élevage, un secteur qui est extrêmement informel et qui n'a pas changé des pratiques. On a fait des phases pilotes avec le ministère de l'élevage. Ça a donné des résultats probants. Cette année, on veut élargir cela. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça avec des startups. On a fait ça avec Tchak. On a fait ça avec Africa Smart Citizen, qui a développé des capteurs intelligents qu'on peut utiliser pour des moutons. Et même le président l'avait rencontré en lui disant, si demain tu me fais des colliers à moins de 20 000 francs, moi, État du Sénégal, j'achète des colliers. Sur la santé, aujourd'hui, sur la santé, nous avons engagé une discussion avec le ministère de la Santé à travers la cellule de santé digitale pour accompagner le ministère de la Santé dans sa transformation digitale, surtout sur la partie passeport médical. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous accompagnons, nous essayons en tout cas de ce accompagnement de ces startups comme Ion et autres, et nous essayons de les accompagner. On ne peut pas ouvrir toutes les portes, mais nous savons que c'est une demande très forte du président de la République. Nous savons que le ministère va engager cette transformation digitale. Nous savons qu'il y a d'autres acteurs. Nous savons qu'il y a de très grands acteurs internationaux, américains, européens, français, qui viennent aussi rencontrer le ministère de la Santé pour proposer ces solutions. Mais à côté de cela, nous allions d'une certaine manière avec les startups pour dire, à côté de ces solutions, il y a aussi des solutions purement sénégalaises qui sont faites par des membres de Optic, qui sont faites par des membres de la scène startup, qui peuvent adresser cette question. La solution n'est pas encore réglée, mais nous continuons à pousser. Aujourd'hui, avec le port autonome de Dakar, pareil, c'est un des plus grands acteurs. C'est la moitié, c'est quasiment
le 3/4 des flux de marchandises qui entrent au Sénégal passent par le port de Dakar. Qu'est-ce que nous faisons? Nous engageons toute une politique autour de la mise en place d'une société où on retrouve des startups. Le port de Dakar et la DER, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Un acteur comme le port de Dakar qui veut créer une société avec des startups de la logistique. Ça, c'est un travail que nous essayons de faire. Maintenant, l'idée, c'est d'aller sur tous ces sujets-là, autour de l'agriculture. Comment faire pour amener des startups comme Tolbi, qui sont dans l'agriculture de précision, à avoir des accès auprès de certains grands donneurs d'ordre, à travers certains programmes du ministère de l'Agriculture. L'élevage, la pêche, c'est quelque chose de difficile. On est au début, on sent qu'il y a une ouverture qui est beaucoup plus naturelle maintenant de ces grands donneurs d'ordre, corporate ou étatiques, envers ces nouvelles solutions, envers cette génération-là, à nous, la DER et aux autres institutions, de pouvoir pousser pour que les échanges se fassent de manière naturelle et que derrière, notre écosystème grandisse naturellement. Merci Thierno. Ibrahim Khan d'Amérique. Bon, non, moi je pense que, si vous me permettez, je pense que ce que Malik dit, je pense qu'il y a une très part de vérité. Hein, parce que moi, j'ai eu l'opportunité avec Calpay de travailler avec une structure de l'État sur un projet qui était assez conséquent. Et je peux vous dire que ce n'est pas parce que ces gars me connaissent ou pas, mais ils pensaient qu'on peut faire le travail. Et quand on a travaillé avec eux, ils étaient extrêmement exigeants. S'ils n'étaient pas contents, ils nous disent que je ne suis pas content. Donc, même les gens qui travaillent avec l'État, s'ils vous donnent un projet, ils attendent à ce que vous le faites. Vous l'exécutez avec des normes, je dirais, bon, internationales, c'est-à-dire qu'il faut délivrer à temps, et ce qui n'est pas toujours le cas dans nos structures. Donc, tu vois, des jeunes, ils ont la technologie, ils sont très intelligents, mais parfois, il y a le management derrière. Et parfois, les gens ont un peu peur de donner un projet de 200 millions à des jeunes de 20 ans, 28 ans, ce qui n'est pas facile. Et je pense qu'on doit faire plus d'efforts à leur faire plus de confiance. Mais Nafissatou aussi, ce qu'il dit aussi, c'est vrai. Parce que nous-mêmes, parfois, on a des solutions qu'on présente à certaines structures et on leur présente ça pour dire que vous ne payez pas. Ça veut dire qu'on le fait, on le met en place et vous allez utiliser les services. Mais malgré tout, il vous dit que bon, on va vous revenir. Et ça, parfois, je pense que c'est une histoire, c'est pas une histoire du gouvernement, c'est une histoire de la personne qui gère les structures. L'exemple qui est très pertinent, c'est avec la police. Aujourd'hui, une contravention, tout le monde sait, partout où tu pars dans le monde, tu peux le payer digitalement. C'est une structure, quelque chose qu'on peut faire en 3-4 semaines et le mettre en live. Moi, aujourd'hui, j'ai introduit quelque part, mais si on me demande, je peux le faire pour eux gratuitement et après, ils vont payer les services. Mais malgré tout, tu vas rencontrer 1000 personnes et tu ne sais pas exactement qui va prendre la décision. Et parfois, ce que Nafissatou dit, c'est vrai. Les gens vont te demander à côté, écoutez, mais il faut préparer 2-3 millions pour s'assurer que ça passe. Je pense que les choses, ça bouge, mais je pense qu'on doit pousser encore, vraiment pousser et nous-mêmes exiger de la transparence. Moi, si je travaille avec quelqu'un, si je vois que tu n'es pas transparent, je vais le sortir et je vais le dire à tout le monde. Et je pense que ça, si on fait ça, on va avoir une société qui est plus transparente, qui est plus juste et que les gens vont tuer les marchés et que nos startups vont finir par avoir les marchés. Globalement, pour moi, je pense que c'est un challenge des deux côtés. Les startups, c'est pas facile. Hein. Les gens ne donnent pas un marché parce que tu es joli, parce que tu as une jolie technologie. Il faut se battre corps et âme. Mais il est temps aussi que les gens qui dirigent nos entreprises, qu'ils soient convaincus de cette digitalisation. Parce que parfois, ils disent oui, ils veulent digitaliser, mais tu amènes un projet qui digitalise de bout en bout, les gens vont dire oui, mais non. Bon, et ça, souvent, ça ne passe pas. Oui, j'ai bien noté les positions de Serigne Malick Tall et de Thierno Sakho. Après, j'ai vu que tous les autres intervenants devaient se ranger dans l'un ou l'autre propos. Mais Ibrahim Khan, vous êtes en Amérique. L'Amérique vient de sortir de... Oui. Modibo, on vous revient. Donc, Ibrahim Khan, vous êtes en Amérique. L'Amérique vient de sortir d'une élection présidentielle. Si je ne me trompe, bien avant, il y a eu un peu le duel Hillary Clinton et l'autre, et Donald Trump. Et en partie, en tout cas, selon mon interprétation, elle a perdu presque l'élection à cause de données, en tout cas étatiques, qu'elle aurait mal gérées. Est-ce que au Sénégal, on ne devrait pas quand même, sur certains marchés, être beaucoup plus regardant quant à l'investisseur un peu étranger, parce que ce sont quand même des données de l'État qu'on ouvre à des non-sénégalais. Est-ce qu'on ne devrait pas considérer la chose aussi de ce point de vue? Ibrahim Khan.
Bon, moi, je pense que tous les États sont souverains et je pense qu'on peut exiger que nos data soient storage localement, mais parfois il faut se demander est-ce qu'on a les moyens de le faire. Moi, je vous le dis honnêtement, je suis sur Amazon Web Services. Si tu me proposes l'idée et que je ne sais pas s'il pleut ou bien s'il y a des inondations, s'il y a un problème, je ne peux plus accéder à ces données. Bon, ça, c'est un grand problème. Hein. Et je pense que c'est ce qui se passe. Donc, on peut exiger pour dire qu'on va être souverain sur nos data, mais il faut qu'on ait des capacités pour pouvoir sauvegarder. Parce que moi, je ne vais pas prendre le risque de le mettre localement et qu'un problème peut arriver et que mes clients ne vont pas accéder à ça. D'accord, je pense que c'est ça, Amine. Et que ces données, oui, c'est pour nous, on doit les garder, mais il faut donner aux gens les moyens de le garder d'une manière safe au Sénégal. Mais je pense que la CDP aussi est en train de faire un boulot extraordinaire. Mais il y a des gens qui disent que aussi nous, on fait plus ou moins comme les Européens. C'est-à-dire qu'on pense trop à ces data privacy qu'à the end of the day, qu'on finit par ne rien faire. Parce qu'on met tellement de règles qui fait qu'on ne pourra pas travailler. Merci. Modibo Diop. Voilà, moi, je voudrais revenir sur un problème, le problème de la préférence nationale. Oui. Parce que là même, je pense qu'il y a un problème pour Mme Kane, il y a un problème parce que ça, c'est pas une volonté politique, c'est des actes juridiques qui ont été posés par le gouvernement. Moi, je vous dis, j'ai l'avantage pour le oil and gas comme pour le numérique d'avoir travaillé sur ces dossiers depuis 5 ans. Aujourd'hui, je donne le cas de l'oil and gas. Nous avons une loi qui a été mise en place depuis pratiquement 1 an sur le contenu local. Et les réalisations sont là. La plateforme qui devait accompagner le projet gazier de Saint-Louis, c'est une plateforme qui est faite souvent dans des pays par des étrangers. Aujourd'hui, c'est des Sénégalais qui le font, des anti-sénégalaises qui le font. Quand vous prenez l'assurance, c'est la même chose. Dans le oil and gas, les compagnies d'assurance s'assurent normalement sur en Angleterre et consorts. Aujourd'hui, c'est des sociétés sénégalaises qui sont regroupées pour faire l'assurance dans ce domaine. Donc, ça, c'est pas une chimère, hein, c'est de la réalité. Pour le numérique, par contre, la loi Startup, elle vient d'arriver. Je pense qu'elle n'a même pas 1 an. Il faudrait la regarder, Mme Kane. Quand vous la regardez dans le fond, et quand vous la couplez avec la loi sur le partenariat public-privé, vous-même, moi, comme je vous dis, j'ai eu l'avantage d'avoir travaillé pendant pratiquement 2 ans, la nouvelle loi PPP, qui va passer à l'Assemblée bientôt, vous verrez que la protection de l'entrepreneur sénégalais existe sur les textes. Et ça, c'est le premier pas, c'est le pas le plus important. Le reste, bon, il y a des coûts qui vont passer. Par exemple, on confie des cartes d'identité à un étranger parce que cette loi n'existe pas. Mais une fois que cette loi existe, ce n'est plus possible. Par contre, moi, ce que je remarque, c'est au niveau de nos startups. Bon, startup, c'est une très bonne initiative. C'est une fertilité intellectuelle extraordinaire que nous vivons. Moi-même, j'ai été président d'un jury du salon de startup il y a quelques jours. J'étais dans un jury du forum numérique. Parce que nous avons organisé avec le MEDES ces deux manifestations. La première, le forum du numérique, avec l'apport du ministère de l'économie numérique, et le salon des startups, nous l'avons organisé nous-mêmes. Il y a des milliers et des milliers de jeunes qui ont des idées extraordinaires, qui vont arriver à des projets comme Calpé, que M. Kane fait aujourd'hui, qu'on félicite, qui vont arriver à des projets comme Tolbi, que nous avons primé sur le forum du numérique. Mais le problème des startups, c'est un problème d'organisation. On n'est pas entrepreneur parce qu'on a une idée. Non, il faut une organisation, comme je l'ai dit. Vous avez l'idée, vous êtes forcément... Pardon, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. On vous revient. S'il vous plaît. Il faut continuer, après on revient vers Maître Nafissa Tine. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Si vous êtes startup, vous avez l'idée comme de M. Kane qui nous a amené vers Kanté, mais il faut une organisation derrière. Il faut des gestionnaires, il faut des commerciaux, il faut des banquiers, il faut des financiers. Et qu'est-ce que nous remarquons? Tous ces jeunes que nous avons su qui ont d'excellentes idées, ils ont juste l'idée qui est très bonne sur le plan technologique. Ça ne suffit pas. Il faut derrière toute une organisation. Et c'est là où la DER a un rôle important à jouer. C'est-à-dire dans les business models de ces jeunes-là, l'aspect organisationnel doit être bien regardé, bien géré avant de leur donner un financement. Sinon, c'est des startups qui vont sortir, ils vont créer un projet e-santé, dans les 3-4 ans après, et ces startups n'ont pas d'affaires, elles vont reprendre parce que ça appartient à une personne. Donc, le défi le plus important du secteur privé national par rapport à ces grands enjeux, aussi bien sur le numérique comme le oil and gas, c'est les regroupements.
et les gens ne veulent pas souvent se regrouper. Le patronat existe, M. Khan l'a dit, où nous sommes consultés sur toutes les politiques publiques. Hein. Aujourd'hui, le gouvernement consulte le MEDES, la CNES, le CMP, l'UNAQUA, YESA, le Diapal. Ça, c'est important parce que nous définissons ensemble les politiques. Nous donnons nos avis. Mais il faut qu'au niveau entreprise, que les entreprises qui sont dans certains créneaux puissent se regrouper pour faire face au privé international. Et ça, par rapport à ça, quand même, il reste encore une étape importante. Merci. Merci. Modibo, on vous redonne la parole après. Maître Nafissa Toutine, vous avez quelques réponses à apporter? Je dis qu'il ne faut pas quand même être aussi caricatural. Hein. Il y a des startups qui ont des vraies solutions, qui les proposent au gouvernement et qui sont complètement ignorées. Nous avons quelques soucis avec le gouvernement qui préfère appeler des entreprises étrangères. Je parle actuellement en Afrique subsaharienne de base de données juridiques. Vous m'entendez? Alors, je dis qu'il ne faut pas être aussi caricatural quand on parle de start-up. Il y a différents stades. Je ne parle pas des start-up qui sont à leur stade d'idée. Je parle de start-up qui ont déjà un produit qui est fonctionnel, qui ont du chiffre d'affaires, mais qui sont complètement ignorés par le gouvernement sénégalais. Et ça, c'est une réalité. Et quand je parle de la Startup Act aussi, c'est très bien, il y a un statut qui a été créé pour les startups, mais je veux dire, au-delà de ça, lorsqu'on est dans le domaine de l'innovation, on est dans un domaine tout neuf en fait. Et donc, l'État devrait aussi, à côté du statut de startup, offrir peut-être des avantages pour que ces startups puissent contribuer au développement de leur pays. Lorsqu'elles ont un produit, parce qu'il y a différentes phases, hein. Il y a différentes phases de startup. Il y a l'idée, mais il y a aussi des startups qui ont vraiment une réelle solution qui fonctionne et qui sont ignorées. Et moi, je parle de ça et je pense que c'est un vrai problème à soulever. C'est vrai que bon, beaucoup d'entre vous sont aussi peut-être un peu politisés et n'osent pas parler, mais il y a un réel problème et quelqu'un doit en parler. Oui, moi, quand même, Ibrahim Khan, oui, allez-y. Yes, je pense que ce que M. Diop aussi dit aussi, c'est très important. Parce que même des fois, tu rencontres un chef d'entreprise qui veut vous donner un projet. Il ne doute pas de votre capacité technologique de faire le projet. Mais il se dit, est-ce qu'il y a des responsables derrière pour mener ce projet à temps? Et ça, je pense que parfois, c'est ça qui fait peur à nos entreprises privées, mais parfois aussi au niveau de nos États. Ce n'est pas une excuse quand même, parce qu'on a vu que ce soit en France ou aux États-Unis, des jeunes de 20 ans, parfois de 21 ans, qu'on donne des projets très, très importants et qui reviennent à le faire. Mais donc, je pense Ibrahima, pardon, je vous relance un peu avant de redonner la parole à Tierno et à Serine Maliktal. Est-ce que ce n'est pas dû également à notre culture? Parce que chez nous, notamment au Sénégal, le pays que je connais en tout cas, si vous êtes jeune et qu'il y a un grand qui est là, un certain Modibo Diop, par exemple, pour taquiner un peu le doyen, on vous dit non, pile, taisez-vous parce que Khalengue, des choses comme ça, on dit tout le temps Khalengue, on minimise un peu la jeunesse. Est-ce que c'est pas ça aussi qui explique le problème, notre culture? Moi, je pense que je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que sur les projets... Moi, je pose une question, je n'ai pas une position. Moi, j'ai posé une question. Non, bien sûr, moi, je vous donne ma réponse. Je pense que ça, c'est une part de vérité. Et même moi, bon, je suis adulte, mais des fois, il y a certaines personnes dans mon équipe qui sont plus âgées que moi, qui sont plus d'expérience, et je les amène dans certaines de mes réunions pour me donner plus de crédibilité, même si ce n'est pas cette personne qui va venir faire le travail, mais le fait qu'il est dans la salle, ça donne plus de crédibilité, plus de confiance. Et ça aussi, je ne sais pas comment conseiller aux jeunes. Parfois, il faut avoir... Avec vous, ça peut aider. Merci. En tout cas, ce n'est pas en revoyant un peu à la hausse leur âge. Hein. Ce n'est pas ça qui va régler le problème. Serine Maliktal? Est-ce que Serine Maliktal nous entend? Oui, je suis. Oui, Malik, allez-y. Oui. Un peu pour revenir sur tout ce qui a été dit, que ce soit par Mme Tim, le doyen ou par Gotter. Et par Tcherno. En réalité, je pense encore une fois que c'est une histoire de, comment je peux dire ça, de conception. Je commence par la question sur les données personnelles.
Ousmane, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, je commence par la question sur les données personnelles. Pour vous dire à quel point la conception dans la manière dont on voit les choses, elle est importante. On dit qu'on veut protéger nos données personnelles. Il y a une manière classique de la faire, ou bien qu'on protège les données du Sénégalais, les données souveraines du Sénégal. La question, elle est celle-ci. Est-ce que le Sénégal et les Sénégalais ont envie ou doivent ou méritent d'avoir la meilleure qualité de ce qui se fait au monde? C'est une première question. Qu'est-ce qui se fait de mieux au monde? Quel data center aujourd'hui vaut un AWS en termes de sécurité, en termes de disponibilité, en termes de réaction quand il y a un problème? Une fois qu'on a posé l'ensemble de ces questions, on ne veut pas offrir à notre État un produit sénégalais parce qu'il est sénégalais. On veut offrir à notre État et aux citoyens sénégalais le meilleur produit du monde. Parce que ce produit-là, c'est celui que toutes nos entreprises vont utiliser, c'est celui que notre armée va utiliser, c'est celui que nos hôpitaux vont utiliser quand on va digitaliser, et ça va sauver ou tuer des gens. C'est-à-dire les implications sont énormes. À partir de ce moment-là, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on accède aux meilleures choses qui existent dans le monde sans pour autant qu'elles soient au Sénégal, en attendant en même temps qu'on développe des compétences en interne qui nous permettent d'y arriver. La meilleure manière aujourd'hui d'y arriver, la conception des choses et celle du chinois, ça n'a pas été de dire je fais tout chinois, ça a été de dire j'achète la société américaine. Le gouvernement chinois est le gouvernement qui a le plus d'actifs aux États-Unis, qui a le plus d'actifs dans les sociétés technologiques. Pourquoi? Parce qu'une fois que je suis dans le conseil d'administration de Amazon, en tant qu'actionnaire, j'ai accès à la recherche au développement. Qu'est-ce qu'on veut en réalité? Et où est-ce qu'on... C'est entièrement une question d'ambition et puis de concept. Donc c'est la première chose que je veux dire. Mais la deuxième chose, c'est revenons-en à la conception dans le niveau de nos entreprises, dans nos niveaux de structuration, dans nos niveaux d'organisation, dans nos niveaux de compétences, pas seulement techniques, mais aussi managériales, stratégiques et opérationnelles. D'abord, la première chose, c'est qu'il serait dommage de considérer, et je fais la différence entre start-up et société de services numériques. Une société de services dans le numérique vend du service. Une start-up développe un produit et la vend au grand public ou à n'importe quelle autre cible. Ça veut dire que ce n'est pas un gouvernement qui va acheter. C'est le marché. C'est le marché qui va définir si votre produit est bon ou pas. C'est le jeu du marché. Exactement. Un produit comme Facebook, ce n'est pas le gouvernement américain qui décide si Facebook est bon ou pas. C'est les Américains d'abord et le monde ensuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de start-up, c'est à nous de parler à notre marché et de régler des problèmes suffisamment, de régler de manière suffisante, en fait, d'apporter un niveau de satisfaction en réglant des problèmes à nos cibles pour pouvoir faire en sorte qu'elles nous choisissent plutôt que d'autres. Maintenant, quand quelqu'un est dans les services numériques, on peut parler de tout ce qu'on veut, du niveau de l'entreprise, comme j'ai dit, du niveau de structuration et puis d'organisation. Une chose qui est fondamentale, ce qui nous manque, ce n'est pas une intelligence, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas un cadre, ce n'est pas un marché. Les gens disent souvent que le marché sénégalais il est trop petit. On n'a pas un petit marché, on est dans l'UEMOA. On est dans la CEDEAO, on n'a pas de taxe de douane, on a libre circulation, on a la même monnaie dans 8 pays, on a une fiscalité harmonisée, on a une population de 150 millions de personnes. Que personne ne me parle de nos 16 millions de Sénégalais. By the way, ce qui nous manque, c'est du capital. Et là où on peut attendre un État fort, c'est dans la mise à disposition du capital. L'ADER est une première étape. Et certainement l'étape là, et puis certainement
l'action la plus pertinente été mise en œuvre sur les 30 dernières années d'accompagnement au développement des entrepreneurs. Parce que c'est la première qui n'a pas dit « je vais te former, après je vais te donner de l'argent. Je vais te mettre à niveau technologiquement, après je vais te donner de l'argent. Je vais t'apprendre comment on fait ton métier, après je vais te donner de l'argent. Je vais t'apprendre comment on exporte, après je vais te donner de l'argent. » Pour au final ne donner que des miettes. C'est les premiers qui ont dit « je te donne de l'argent, après on verra ». La réalité, et un de mes grands frères me le dit très bien, il me disait, si tu étais dans la Silicon Valley, tu flotterais sous l'argent. Ça veut dire nos entreprises n'ont aucun problème que l'argent ne peut pas régler. C'est un problème financier. L'argent recrute les meilleurs financiers sur Terre. C'est un problème technique. On recrute les meilleurs directeurs techniques sur Terre. C'est un problème RH. On va recruter le meilleur directeur RH et on met en œuvre la meilleure stratégie sur Terre. Il n'y a aucune entreprise sénégalaise qui a 5 millions d'euros régler le problème. Par contre, on n'a aucun investisseur qui est capable de donner 5 millions d'euros à une entreprise sénégalaise. Et ça, c'est grave. Le capital, oui. C'est la solution. Il faut changer notre conception des choses et comprendre que c'est nous qui devons être assez bons pour prendre le marché et prouver au capital qu'il peut, en étant investi chez nous, accélérer un développement pour les marchés africains et les marchés internationaux. Je finis par dire une chose. Oui. Je mets au défi n'importe quel entrepreneur sénégalais, start-up ou service numérique de dire à combien d'investisseurs il a parlé. S'ils sont plus de 10, vous n'en trouverez pas 3 qui ont parlé à plus de 10 investisseurs. Mon petit frère crée une start-up en France. Cette start-up est incubée à Station F. Sur les 3 premiers mois, il parle à 140 investisseurs. 140. Notre problème, c'est le capital. Ce n'est rien d'autre. Il faut de l'argent. On est mature, on est bon, on est fort, on sort des meilleures universités dans le monde. Nos ingénieurs sont excellents. Tous les plans sont écrits, nos stratégies sont bonnes. Nos produits sont même meilleurs que ce qui se fait ailleurs. Le capital. Merci, merci beaucoup, Marital. Alors, on a parlé de la place des locaux dans l'attribution des marchés, de la confiance aux startups, de leur statut, des avantages octroyés à nos startups, également la nécessaire mise en synergie dans les réformes pour une meilleure lisibilité, parce que Modibo Diop l'a dit et je suis tout à fait d'accord que effectivement, on va très vite, mais peut-être qu'on va également vite à la vitesse du digital, comme on dit, qui précède le droit, n'est-ce pas, Maître Nafissa Toutine? Maintenant, j'aimerais qu'on avance un peu sur les autres réformes peut-être à mettre en place. Sûrement, je ferai de la provocation parce que Modibo dit qu'on en a marre des réformes, elles sont nombreuses, il faut qu'on s'arrête. Mais actuellement, si on se projette un peu comme on va un peu vers la fin de ce panel, quelles devraient être nos priorités quand on doit se projeter pour la promotion du numérique dans notre pays? Je démarre sur cette question par Thierno Sakho de l'ADER. Merci Ousmane. Moi, je vais revenir sur un petit peu sur les conditions de création d'un écosystème qui réussit. Oui. Il y a beaucoup de documentation qui a été faite sur la réussite de la Silicon Valley, sur la réussite d'Israël, un pays de 10 millions d'habitants, mais qui a autant de licornes que, je ne sais pas moi, combien de pays qui rechercheraient ça, ou de l'Estonie. La création d'un écosystème. On a parlé de l'argent. Donc, vous avez tous raison. L'argent règle aussi les problèmes. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore assez d'argent. Aujourd'hui, pour financer des startups à l'idée de projet, on va dire entre parenthèses, la DER a fait le job. Là où ça manque, c'est une boîte comme, je ne sais pas moi, Sonolex ou d'autres, qui sont présents dans 2-3 pays, qui veulent scaler en Afrique, qui cherchent 500 millions de francs CFA, qui cherchent 1 milliard de francs CFA, qui viennent voir Thierno Sakho. Thierno Sakho de la DER n'est pas capable aujourd'hui de leur mettre 1 milliard, même s'ils croient au projet aujourd'hui de par nos structures. Donc oui, il faut renforcer
le capital d'investissement. Il faut avoir de plus en plus des fonds, avoir des fonds de capital risque qui soient capables d'investir sur des tickets de 500 000 euros, 1 million de dollars, 2 millions de dollars, 3 millions de dollars, dans ces boîtes-là que vous listez qui vont demain être nos champions. Pour revenir sur cette question-là, oui, pour avoir des champions nationaux dans le digital, il faut les construire. Il n'y a pas de secret. Un champion national, on le construit dans chaque secteur. C'est ce qui s'est passé en Chine, ce qui se passe aux États-Unis, parce que ce sont des fonds, des fois, qui font de toi un champion national, ou c'est l'armée, ou c'est les forces de défense, mais quelqu'un ou des organisations font de toi pour que tu deviennes un champion. On ne devient jamais champion juste comme ça parce qu'on est bon. C'est parce qu'aussi on a été porté. Donc, très clairement, que ce soit la DER, que ce soit le Fonds 6 ou d'autres fonds étatiques et des fonds privés, il faut qu'on attire le maximum de fonds pour qu'ils viennent et faire de Dakar, faire du Sénégal, un hub d'innovation au moins pour l'Afrique francophone ou l'Afrique de l'Ouest. On n'en a pas suffisamment. On n'en a pas suffisamment. On n'en a pas suffisamment. On n'en a pas du tout suffisamment. Allez, deuxième élément, comme je vous ai stoppé. Deuxième élément, c'est la partie formation, éducation. Très clairement, on a un gap de formation, on va dire, technique. Oui, il y a un très fort portage de l'État du Sénégal. Le président n'arrête pas d'en parler. Il faut que les gens aillent vers les filières scientifiques et autres parce qu'on a besoin de plus en plus de scientifiques. Oui, on a vu l'UVS qui va former sur des profils de data scientists, des profils de spécialistes en intelligence artificielle. Nous-mêmes, on a amené un acteur community sur la réalité virtuelle parce que l'avenir de demain est dans ces filières-là. On sera sur ces filières disruptives-là. Donc, beaucoup plus d'injection de compétences sur ces filières-là. On parle de l'anglais. Je parle maintenant de la langue basique telle qu'elle est, mais l'argent aujourd'hui est anglais. Moi, c'est comme ça que je le définis dans l'innovation. L'argent est anglais, donc ce qui veut dire que nos générations de demain, nos jeunes, nos enfants, nos petits frères doivent aller apprendre l'anglais en Gambie, au Nigeria, au Ghana, n'importe où. Il faut qu'on trouve les mêmes profils que l'Europe a développés en faisant des échanges entre les universités européennes. Il faut que nos étudiants aillent dans ces pays apprendre et revenir. Oui. D'ailleurs, je vous conforte un peu en trahissant un peu une discussion que j'ai eue avec Yandem, effectivement, qui disait que maintenant, dans les critères entourant les pitchs, ils ont introduit l'anglais maintenant. L'anglais. Complètement. Donc, on parle de la formation. L'autre élément, c'est le rôle, quand je parle de la formation, c'est recréer le rôle de l'université. Moi, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait le Silicon Valley, mais je veux dire, le Silicon Valley, lorsqu'on parle de Silicon Valley, on parle avant tout de Berkeley, on parle avant tout de l'université de Stanford. Et donc, très clairement, il va falloir que nos universités, nos écoles de sciences, nos écoles de technologie, nos business schools, mettent à niveau l'importance de la recherche-développement dans leur curricula. Que des jeunes soient des jeunes entrepreneurs, qu'ils soient disruptifs, qu'ils aient un esprit out of the box. Donc ça, c'est des cultures, c'est des mindsets qu'il faut qu'on mette parce que c'est le monde de demain. Donc moi, je ne vais même pas venir sur les autres aspects. Pour moi, du point de vue réglementaire, l'État du Sénégal a fait pas mal d'avancées sur les textes. Je parle bien sur les textes. Maintenant, il va falloir aller au niveau de la pratique. Pour revenir sur la Startup Act, oui, le texte a été voté. Les décrets d'application n'ont pas encore été mis en place, mais ça doit sortir normalement d'ici quelques semaines, quelques mois. Pour dire que la Startup Act est allée même très loin dans l'accès au marché. Pour confirmer que dans la Startup Act, il a été mis des conditions d'incentive pour permettre à des startups qui sont en joint venture avec d'autres sociétés de pouvoir être mieux rankées par rapport à une société qui viendrait. Mais il faut que les textes, les décrets d'application puissent sortir. Mais du point de vue réglementaire, il y a pas mal d'avancées. Donc, moi, très clairement, je pense que le fait qu'il y ait une injection de cash de plus en plus important pour faire de Dakar avant tout. Et l'autre élément, c'est que pour faire un hub d'innovation, les hubs d'innovation, ce ne sont pas des pays. Les hubs d'innovation, ce sont des villes. Un pays n'a jamais été un hub d'innovation. C'est Silicon Valley c'est New York qui est un hub, c'est Shanghai qui est un hub, c'est Dakar qui va être un hub, c'est Lagos qui est un hub. Donc, les hubs sont dans des villes. Après, c'est à partir de ces villes qu'on canalise l'innovation pour que ça aille, on va dire, à l'intérieur du pays, dans les contrées intérieures. Donc, il faut aussi qu'on ait cette culture-là de mettre une concentration
d'innovation, d'argent, de compétences dans des villes, et à partir de là, on peut élargir ça. En tout cas, c'est ce que j'ai appris de ces écosystèmes-là, et je pense que c'est cette meilleure manière qu'on pourra faire de Dakar, du Sénégal, un vrai hub d'innovation qui dépasse le cadre du numérique, mais qui va dans le sens de l'innovation et donc sur tous les autres secteurs jusqu'à l'agriculture. Merci Thierno. On va essayer d'ailleurs de consacrer Modibo, on vous revient, de consacrer le premier panel de l'année à venir, 2021, aux investisseurs, effectivement, pour prolonger un peu la réflexion de ce 30 décembre. Parce qu'elle a moins parlé dans ce panel. Je veux redonner la parole à Maître Nafissatou Tine pour réagir peut-être au propos de Thierno ou à ma question de départ concernant les réformes, ou en tout cas les actions à poser pour renforcer le digital dans notre pays. Maître Nafissatou Tine. Moi, je pense que Thierno a tout dit. En fait, un champion, ça se construit. Et partout ailleurs où des champions ont émergé, ils ont reçu des subventions de l'État, ils ont été accompagnés par leur gouvernement. Et je pense que pour ça, il faut une réelle volonté politique. Il faut une réelle volonté politique et le mettre en œuvre. Je pense que je n'ai rien à rajouter à ce que Thierno a indiqué tout à l'heure. Ça se construit. Merci, j'ai compris que Thierno a été un bon porte-parole. Thierno, nous devons échanger plus tard. Excellent, avec plaisir. C'est aussi ça le rôle des panels de réseauter, même si c'est évidemment qui ne connaît pas Thierno Sakho au Sénégal et qui ne connaît pas Maître Nafissatou Tine aussi. Alors, on évolue un peu. Je vois qu'il y a le doyen qui demandait la parole. On vous la donne? Voilà. Je voulais revenir tout sur ta dernière question. L'histoire des réformes. Aujourd'hui, quels sont les grands chantiers dans le numérique? C'est même pas le Sénégal, c'est partout dans le monde. C'est l'IoT, c'est les big data, c'est l'intelligence artificielle. Là, il faut légiférer. C'est les grands chantiers. C'est même pas le Sénégal, c'est ça, c'est dans le monde. Nous avons énormément avancé ensemble. Les tendances, nous avons énormément avancé, nous, au niveau Sénégal, parce que comparons ce que nous faisons à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Guinée ou bien un peu au Rwanda, nous avons beaucoup avancé. Ça, moi, je le dis, je ne suis pas fonctionnaire, je ne sais plus. Ce n'est pas une question de gouvernement, c'est l'expert qui le dit et qui a l'avantage de travailler dans ces pays sur ces questions. Pourquoi je dis qu'il faut s'arrêter en 2021 pour regarder là où nous sommes? Nous avons besoin de faire un bilan. Dans un écosystème numérique, vous avez le plus important, c'est pas, il y a l'entreprise, il y a l'État, mais le plus important, c'est le régulateur, l'ARTP. On l'oublie. Quels sont les pouvoirs de l'ARTP depuis 10 ans? Comment ils font pour réguler les tarifs? Comment ils font pour réguler entre les différents opérateurs? Par exemple, on a parlé du dégroupement de la fibre. La loi dit quelque chose, mais est-ce que l'ARTP a les puissances qu'il faut pour arbitrer en fonction de l'opérateur? C'est des questions fondamentales sur lesquelles on ne peut pas continuer à réformer sans régler ces questions. Les MBNO, ils sont arrivés. Un est arrivé. Il y a eu des difficultés avec le premier opérateur, c'est le deuxième qui l'a pris. Du point de vue texte, ce n'est pas normal. Quels ont été les problèmes pour que ça n'arrive plus? Les FAI, même chose. Le bilan de la DER. La DER, c'est un excellent outil qui est en train de faire de très bonnes choses, qui a beaucoup d'entrées. Mais la DER, il faut qu'on ait le retour d'expérience de la DER par rapport aux réformes, par rapport à ce qu'on attendait pour la DER, pour lui donner beaucoup plus de moyens ou bien pour lui enlever ses moyens. Voyez un peu le but du fait qu'il faut s'arrêter en 2021. On ne peut pas continuer à réformer, à faire une course de 200 km à l'heure sans regarder où on va. 2021, à mon avis, moi qui depuis 5 ans, dans ce système-là, où j'ai vu passer toutes les lois, nous avons le numérique à le secteur où on a apporté le plus de lois au Sénégal. Pas moins de 10 lois et pas moins de 30 décrets d'application depuis 5 ans. Vous vous rendez compte? Modibo? Je suis dans l'oil and gas, ce n'est pas la même chose. Oui, Modibo? Donc, nous avons... Est-ce qu'il laissez-moi finir. Donc, la DER... Désolé, allez-y. Oui? Non, mais c'est important. Pourquoi pas... Il faut... C'est important que je vous relance. C'est important qu'on s'arrête pour regarder où on va. Oui. Je dis que c'est important un peu parce que vous nous dites on ne sait plus où l'on va. Or, on a un référentiel numérique au Sénégal, c'est la SN 2020. Ça nous permet de mettre beaucoup plus de possibilités. Modibo? Voilà, donc, oui, qui nous permet de voir un peu la SN 2025. Je n'oublie pas, et j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, 2021, le plus grand chantier que moi je propose qu'on fasse, c'est qu'on s'arrête. Stop, on regarde, on va. On analyse nos réformes,
On regarde nos bilans, sachant que nos grands chantiers, on a encore 6 mois, 1 an pour les entamer. Merci Modibo. Ça me rappelle un peu ce débat en France, hein, sûrement beaucoup pourront en parler, entre croissance, finalement on parle de décroissance. Hein. Donc on va trop vite, il faut qu'on s'arrête. Même si Modibo doit être d'accord que le numérique va très vite et qu'il nous devance toujours, la preuve, on est toujours là à parler de régulation, de réglementation aussi. Alors j'avance un peu. Le monsieur est réputé très critique également de ce panel, de cet écosystème, Serigne Malick Tall. Sur les actions majeures à poser, est-ce que ça s'arrête à s'arrêter ou est-ce qu'il faut avancer? Je pense que ce que moi oui. je suggérais est deux casquettes. La première casquette, c'est une casquette d'entrepreneur, d'homme d'affaires. Et la deuxième casquette, c'est une casquette de membre d'écosystème, de membre de notre écosystème. Je vais commencer par dire ce que je pense qu'on doit être en tant qu'écosystème. Et pour ça, je vais revenir au rôle que je pense que notre association STEM Startup doit jouer dans le cadre programmatique. Il faut que STEM Startup, dans son programme, et c'est déjà ce qu'il ambitionne de faire, réponde à deux éléments majeurs du développement de notre écosystème et de nos entreprises, ou en tout cas aide à y répondre, ou trois en tout cas, que sont le premier, la formation des primo-entrepreneurs. Il faut qu'on s'y implique. Pourquoi je pense qu'on est plus pertinent que beaucoup d'autres acteurs, et notamment les acteurs publics? C'est parce que contrairement aux fonctionnaires, nous sommes des entrepreneurs. Donc nous partageons, c'est pas une critique, grand terme. tu sais que je suis pas un fonctionnaire. Absolument. Réellement, j'ai même pas de statut de fonctionnaire. Tu fais partie de nous d'ailleurs. Tu fais pas partie de mais typiquement, je pense qu'aujourd'hui, il y a au Sénégal un vivier d'entreprises de premier plan qu'il faut synergiser et qu'il faut accompagner à accompagner. Quand je dis accompagner à accompagner, c'est réellement ce que je pense, c'est-à-dire accompagner à give back. L'entrepreneuriat, c'est comme le mariage, j'ai l'habitude de dire ça. On ne sait pas ce qui nous attend tant qu'on n'est pas rentré dedans. Et il n'y a que des gens qui sont passés, à éviter certaines erreurs. Et puis, donc ça, c'est un premier plan. La formation est très importante. Le deuxième plan, c'est la deuxième chose, c'est le financement. Comme dit Tcherno, le financement à l'état d'idéation, on a réglé ça. La BER a réglé ça. On a d'autres acteurs qui règlent ça, le Love Money, etc. Et puis, donc, vous trouvez quelque chose, les acteurs qui sont là complètent, les gens arrivent à s'en sortir et les gens créent de très belles boîtes. Le problème qu'on a, c'est quand ces boîtes sont au moment de confirmer qu'elles ont grossi et qu'à partir de maintenant, elles ne veulent plus 30 millions, elles veulent 2 ou 3 milliards. Et là, il n'y a personne. En tout cas, il y a 1 ou 2 acteurs. Ce qu'il faut fondamentalement dire, c'est que l'argent, comme dit Tcherno, il est anglais. Et il n'est pas au Sénégal surtout. Ça veut dire que nos entreprises doivent animer, ou nos écosystèmes doivent se structurer pour aller chercher l'argent où il est. Et j'ai vu faire au Nigeria des startups qui n'en avaient pas les moyens, qui se sont cotisés pour payer des cabinets de consulting dans la Silicon Valley, sur la place parisienne, en Asie, sur la place de Hong Kong, pour aller chercher de l'argent. Et si vous regardez bien au Nigeria, prenons par exemple l'exemple des fintech, qui est un domaine qui s'essouffle au Sénégal, Toutes les licornes d'Afrique, à l'exception d'une, vont venir du Nigeria, et elles ont toutes le même groupe d'investisseurs. C'est ce groupe d'investisseurs auprès de qui ils ont pris un cabinet de levée de fonds qui est allé animer une dynamique. Je pense que aussi ça va être quelque chose que nous, chez STEM Startup, on va regarder et essayer de mettre en œuvre. Je ne m'avance pas pour l'entité
parce que ce ne sont pas des choses qui sont validées. Et on avait un programme jusqu'à la fin de l'année et un programme qui va être discuté et puis il sera présenté en temps voulu. La troisième chose, c'est bien entendu le débat avec les pouvoirs publics, où nous pensons effectivement qu'il faut revenir aux contributions au développement national. Il faut, ou bien en tout cas, plus les valoriser. Il faut plus d'inclusion. Moi, je suis un amoureux de la CNES, même si aujourd'hui je suis chez Sen Startup. Je suis un amoureux de la CNES parce que la CNES, quand on regarde l'histoire, est née d'une exigence de nationaliser notre économie, en tout cas notre patronat, mais aussi d'avoir de l'impact et du pouvoir, mais de permettre au Sénégal dans son ensemble d'y être représentatif. À la CNES, on a des consultants, on a des professionnels du numérique, on a des industries. Certains diront on a les Bawal, on a les Libanais, on a les autres, ceux qui sortent de l'école. Et en réalité, on a même des syndicats. Et je pense que la CNES a ceci d'unique, qu'elle est la seule organisation aujourd'hui qui réunit en son sein, peut-être dans le monde, je n'en connais pas d'autres, donc qui réunit des patronats et des syndicats. Vous imaginez de la force que ça représente et de la cohésion qu'on construit. Au-delà de ça, vous m'entendez? Oui. On s'entend très bien, Malik. Et je finis, donc, ça c'est mon engagement associatif et les directions que je pense qu'on doit prendre. Petit 1, la formation. Petit 2, il faut régler le problème de l'argent. Et petit 3, il faut que le secteur privé soit plus fort et qu'il se réunisse d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis dans un endroit, d'autres sont dans d'autres endroits, mais il faut qu'on trouve un moyen de construire un secteur privé qui représente, si je dis le mot contre-pouvoir, c'est peut-être trop fort et je risque d'avoir des problèmes, mais une force de proposition active. C'est ce que j'allais proposer d'ailleurs. Une force de proposition active, mais qui réunisse tous les acteurs, oui. Pas un ou tous les acteurs. Aujourd'hui, nous avons énormément de choses à apprendre, par exemple, de nos parents, ou bien de nos parents qui sont dans le trading, qui dominent ces marchés, et avec qui on ne parle pas, avec qui on ne compose pas. Moi, mon premier milliard de chiffre d'affaires, je l'ai fait dans l'informel. Et pourtant, je suis allé dans les meilleures universités du monde. Ça, c'est les 3 axes essentiels. Oui. Mon engagement va être de poursuivre ces axes au sein de Sen Startup, qui va mettre en œuvre un programme qui sera certainement plus large, hein, parce qu'on a beaucoup d'influence, beaucoup d'ambition. Si tu me permets... Rapidement, s'il te plaît, Malik. Tu me permets, oui. J'aimerais finir par dire qu'en tant qu'homme d'affaires, ce qui est mon deuxième, la chose la plus importante, c'est une histoire d'ambition et de capacité. Il y a une phrase que mon petit frère répète souvent, il dit « survival of the fittest ». Les meilleurs vivent. Les meilleurs vivent. Le chemin qu'on a choisi, c'est le chemin où on prend un secteur d'activité, un endroit où les gens font d'une certaine manière depuis 100 ans. Et on décide que les gens vont nous donner leur argent pour qu'on change la manière dont ils font. C'est ce que j'essaie de faire moi dans le bâtiment, en apportant une dynamique dans le bâtiment intelligent, dans l'efficience, etc., dans le confort. C'est un endroit où 90% des initiatives meurent. C'est normal. Il ne faut pas, et ça c'est le discours de l'entrepreneur, à l'argent, à Tcherno et à tous les autres, il ne faut pas que les gens aient peur, et puis je pense que la DER l'a très bien compris d'ailleurs, il ne faut pas qu'on ait peur de l'échec. On parle beaucoup de l'échec des entrepreneurs. 9 entreprises sur 10 meurent, c'est normal, c'est pas grave. Parce que pendant le temps qu'elles ont vécu, elles ont créé de l'emploi. Pendant le temps qu'elles ont vécu, elles ont payé des impôts. Pendant le temps qu'elles ont vécu, elles ont appris des marchés et elles ont appris comment échouer, ce qu'elles ne feront plus. L'intelligence qui est développée dans l'échec est bien supérieure à celui qui est développé dans la réussite. C'est pour ça que je pense
qu'on doit nous donner beaucoup d'argent pour qu'on fasse des erreurs. Merci. Merci. Merci beaucoup, Serigne Malick Tall. Pour finir un peu ce tour de table sur les actions à faire ou à ne pas faire, les arrêts qu'il faut observer ou pas, la parole à présent à Dr Ibrahima Kane. D'accord, merci beaucoup encore Ousmane et tous les panélistes. Moi, je pense que Thierno, il a fait une analyse très pertinente. Je pense que les petits startups, on en a assez actuellement au Sénégal. C'est maintenant comment passer d'une petite startup vers une grande startup ou bien une compagnie qui est là et qui continue de progresser. Et je pense que nous tous, on est tombés d'accord qu'il faut mettre. Et je pense que ça aussi, le gouvernement peut aider encore. Encore une fois, tous les problèmes, ce n'est pas le gouvernement, mais le gouvernement peut aider là-bas aussi en posant des actes forts. Disons, par exemple, actuellement, on a la CDC, il y a le FONGIP, et je pense que si on les voyait investir dans les startups, je pense que ça va donner plus de confiance aux autres entreprises. Parce que ce que j'ai remarqué aussi au Sénégal, c'est que les entreprises privées, parfois, ils veulent investir au niveau des startups, mais ils ne font pas vraiment confiance aux startups. Soit l'idée, il est bonne et ça commence à former et ils veulent acheter tout et partir. Donc, ils n'ont pas encore ce concept que je vais investir de l'argent, on va laisser la startup continuer. Et ça, je pense que s'ils voient l'État à travers le FONGIP, à travers la CDC investir, ça va leur donner plus de confiance. Et Tal aussi, ce qu'il dit, c'est extrêmement important. Il faut qu'on parte chercher cet argent à l'extérieur. Et même les Chinois aujourd'hui, on dit qu'ils ont créé beaucoup de startups, mais je pense les Alibaba, les Tencent, eux-mêmes, ils ont quitté la Chine pour partir chercher de l'argent aux États-Unis, certains en Afrique du Sud et certains au Japon. Donc, si on veut continuer à s'agrandir, il est impératif qu'on soit structuré de telle sorte que cela va nous permettre de partir chercher de l'argent à l'étranger. Et je pense que toutes les forces doivent se joindre aujourd'hui pour se dire, écoutez, les petits startups, il faut qu'ils deviennent des champions nationaux ou bien régionaux. Donc, moi, ce que j'attends aussi, c'est des actes forts aussi. Les gens qui veulent digitaliser, il faut qu'ils soient bold et qu'on arrête d'essayer de digitaliser à moitié. Et moi, j'ai travaillé sur un projet récemment. On voulait digitaliser de A à Z, mais les gars nous ont dit de laisser une petite porte. Et cette petite porte, parfois, c'est ce qui permet aux gens de faire un peu de corruption ou bien autre chose. Donc, il faut que aussi les deux soient courageux. Parce que la digitalisation, les gens laissent des empreintes digitales. Et tout le monde sait ce qui se passe, mais toujours, ils demandent une petite fenêtre afin de pouvoir faire. Donc, ça, il faut que nos décideurs soient forts dans ce sens aussi. Merci beaucoup, Dr Ibrahima Kane. Je ne savais pas qu'il savait donner de si succulentes annonces. Il y a une question du public qui arrive un peu tardivement parce qu'on va bientôt conclure. Elle est de Baïdi Diallo. Est-ce qu'il y a un répertoire des startups, chacun dans son domaine? C'est que c'était un projet d'Ibrahima Noureddine Diagne, après de Eva Sow et Bion. Question d'ailleurs au passage à Thierno Sakho. Est-ce qu'il y a un répertoire des startups avec chacune dans son domaine? Mais vraiment rapidement, il ne faut pas développer Thierno, il faut juste répondre. Il n'y a pas un répertoire, on va dire, national. Nous, on a une base de données parmi les plus exhaustifs au Sénégal de startups qui ont reçu des financements, on va dire, de l'ADER. Donc, on est à plus d'une centaine de startups qui ont reçu en tout cas du financement de l'ADER et avec qui on a une idée claire de leurs solutions et de ce qu'ils font et des personnes ressources. Mais on n'a pas encore eu un répertoire avec ITFC, avec la coopération hollandaise, l'ADER, les fonds GP et tout ça là pour constituer cette base de données. Et c'est une startup. On devrait faire ça. Merci beaucoup Thierno. Merci pour les commentaires aussi de Jo Maron, notre confrère de RFM qui anime aujourd'hui l'émission que j'ai animée à Arobase. Évidemment, je le suis et je le remercie pour la fidélité, le coaching également. Je remercie Ndeya Wadiak de Renault qui a été là avec nous la semaine dernière, le 23 décembre, pour parler des femmes et du numérique. Je fais peur peut-être en ayant un ton de quelqu'un qui conclut. Effectivement, j'y suis. Alors, je fais un rapide tour de table, mais cette fois, chacun aura seulement 1 minute.
Je préviens Modibo qui a souvent tendance à développer que chacun aura 1 minute. Alors, le Sénégal numérique de 2021, il va ressembler à quoi? Je démarre par Maître Nafissa Toutine. Mais vraiment rapidement, en 1 minute, Maître. En 1 minute, c'est difficile à dire, mais j'espère en tout cas que le Sénégal ne ratera pas cette 4e révolution industrielle et qu'on ne sera pas encore une fois devancé par d'autres puissances étrangères dans ce domaine qui est hautement stratégique pour le développement de nos économies en Afrique. C'est parfait, vous avez fait moins d'1 minute. On verra avec le doyen Modibo Diop. Est-ce que Modibo est là? Modibo Diop. Oui, Modibo, oui. Vous avez déjà perdu 1 minute, donc vous êtes éliminé. Allez, 1 minute. Bon, 1 minute. Allez, 1 minute rapidement, Modibo, s'il vous plaît. Disons, moi, je peux dire que l'espoir est permis aujourd'hui dans ce domaine du numérique, parce que tout simplement, si c'est une piste de décollage, je pense que les grandes balises sont posées. Maintenant, il va falloir bien décoller et puis régler certaines questions importantes. Les grands enjeux, j'en ai parlé, c'est l'IoT, le Big Data, l'IA, ou vraiment aussi tout un ensemble de textes et d'introduction du privé national dans ce domaine-là peuvent exister. Mais l'espoir est là. Maintenant, comme je vous le dis, accès au marché public, vous avez les lois, il faut se battre pour y être. Hein, ça, on ne vous le donne pas. Merci, merci. Donc, merci. C'est à nous aussi de nous organiser au secteur privé pour pouvoir accéder à ces marchés sans problème. Mais les textes sont là, la piste est balisée. Merci, merci beaucoup, Modibo Diop, président du MEDES en charge des questions économiques et financières. Serigne Malick Tall, 1 minute, vous aussi. J'espère simplement que nous aurons. Je vous demande, Ousmane, oui. de faire un exercice. De faire un exercice, oui. L'an prochain à la même période, dans 1 an. Inch'Allah. J'aimerais que les hommes d'affaires de l'écosystème numérique nous disent à la fin de cette année combien d'argent ils ont gagné. Merci, merci. Ça c'est facile à régler. Hein? On donne un montant, c'est oui ou non. Donc, il n'y a pas à perdre beaucoup de temps. Merci, Malick. Pardon? Que l'année prochaine, chacun dise combien d'argent ils ont gagné. Parce que c'est la seule vérité. On est dans des affaires. Il faut en faire. Il faut gagner de l'argent. J'aimerais que les grands entrepreneurs, ceux qui se déclarent leaders de domaine, FinTech, etc., chacun d'entre eux, nous disent combien d'argent ils ont gagné. Si bien sûr, on va être transparent, parce qu'on sait que c'est un des gros soucis dans nos pays respectifs. Thierno Sakho, comme je vous rappelle attente Oui. Oui, non, c'est bon. Le Sénégal numérique de 2021, il va être comment en 1 minute? En 1 minute, j'attends de 2021 qu'il y ait enfin beaucoup plus de levée de fonds important, parce que ça fait 2-3 ans que je suis dans ça, à part la terre et quelques trucs, c'est pas encore top. Donc, on a besoin vraiment d'avoir ces levées-là avec Partech, ODB et autres. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, enfin que des boîtes aussi, start-up et PME puissent accéder un peu plus au marché public, parce que aussi c'est un vrai problème. Et le troisième élément, le doyen l'a rappelé, qu'on attaque de manière frontale les grands sujets de demain, intelligence artificielle, big data, réalité virtuelle, Internet des objets. Il est temps, d'autres pays ont pris beaucoup d'avance, on ne peut plus se permettre de perdre du temps. Merci, Ibrahim Khan. Bon, moi, je vais commencer par notre devoir, nous en tant qu'entrepreneurs, mais aussi chefs d'entreprise, c'est qu'on doit exécuter plus. Avoir des idées ne sont plus suffisants. Ça fait peur préciser un peu, vous voulez dire quoi? D'accord, non, c'est ce que je dis, que si on a des idées, il faut les exécuter, il faut les faire. D'accord, il faut exécuter les idées. Oui, le gouvernement aussi, les cours sont bien, mais je pense qu'il faut poser des actes forts et que tout le monde puisse voir ça. Et ce que j'aimerais voir, comme Thierno l'a dit, un levée de fonds, mais aussi des entrepreneurs qui sont plus féroces
Parce que la vérité, c'est qu'on pense parfois qu'on est entrepreneur, on a une idée, on aura un financement. Et qu'il faut ce travail dur, très dur, toujours pour pouvoir accéder à un financement. Et je pense que parfois, on sous-estime ça. Oui, une minute supplémentaire pour chaque start-up, c'est important. Donnez-nous de vos nouvelles à Calpé. Vous en êtes où actuellement, Ibrahima Kane, mais rapidement. Bon, pour Calpé, je pense que c'est de très bonnes nouvelles à partager parce que le gouvernement, à travers Petroset, nous a fait confiance pour qu'on lui délivre un projet qui lui permet de digitaliser tout ce qui est bon d'essence. Et comme on essaie d'être de bon, pour digitaliser tous les bons d'essence du gouvernement. Et vous en êtes où, je dis, vous en êtes où dans ce travail? Non, le projet s'est fait, il est actuellement en production. Actuellement, il y a des Sénégalais qui l'utilisent et qu'en 8 semaines, on l'a créé, conçu, déployé et je pense qu'ils sont très contents. Et ils nous ont même recommandé au ministre de l'économie pour autre chose. Mais excellent, bonne chance pour la suite. Mais c'est vous-même qui nous parliez de transparence tout à l'heure et Malik parlait de montant. Alors, c'est un marché de combien? Est-ce que ça peut savoir? Bon, c'est un marché... Je lui retourne la question. Hein? Bon, le tout global avec tous les gens qui sont travaillés avec nous, c'est autour de 70 millions. Vous faites exprès qu'on ne vous entende pas, c'est combien? J'ai dit le tout, c'est 70 millions. Ah, 70 millions, c'est important. Alors, Nafissatou Tine, avec votre start-up, votre Legal Tech, vous en êtes où actuellement? Mais vraiment rapidement pour conclure. Maître Nafissatou, elle est toujours là? Elle est en mythe. D'accord, elle nous rejoint alors comme on n'a pas le temps d'attendre. Serigne Malick Tall? Je suis là. Je suis là. Vous m'entendez? Vous venez en retard, on punit un peu. Vous intervenez après Serigne Malick Tall, hein, Nafissatou. Okay, alors, Serigne Malick Tall. Est-ce que Serigne Malick Tall nous entend? Oui, je suis là. Oui, vous êtes dans le bâtiment aujourd'hui. Vous travaillez à partir de Dakar avec des Nigérians. Actuellement, vous en êtes où? Vous aussi? Aujourd'hui, on vient de lancer... Il ne faut pas développer, hein, c'est pour donner rapidement des nouvelles et conclure. En 30 secondes, on vient de lancer il y a 1 mois et demi les activités de Marine Morte Sénégal, filiale leader du bâtiment intelligent. On a répondu à 8 appels d'offres et on s'apprête à répondre à d'autres. On va venir chercher l'État. On veut repenser le parc bâtiment public et on discute avec les différents acteurs de l'État. On espère, comme Ibrahima, gagner des marchés. Et pour finir, dire que ce qu'on fait, c'est tout ce qui est service à la construction, tout le second œuvre, électricité, mécanique, sécurité incendie, design, installation, design fourniture, financement, installation et maintenance. Merci. Leader. Oui. Merci. Non, terminé, leader, c'est important, c'est un mot positif. Oui, parce qu'on l'assume. On a trop de leaders qui n'assument pas leur statut. Ah, d'accord. Ça veut dire que nous allons changer le paysage. Nous apportons un mieux-être à notre pays et au monde. Et aujourd'hui, nous sommes représentants des leaders au monde, d'ailleurs, à travers Siemens Building Automation, que nous représentons en Afrique francophone, de par la filialisation avec Marine Morte. En tout cas, bon courage pour la suite, hein, Serigne Malick Tall. Nous allons sûrement vous recevoir prochainement individuellement pour voir un peu comment se porte ce marché des bâtiments intelligents au Sénégal et vous, comment est-ce que vous allez changer la donne dans un secteur encore trop classique, hein, parce que je vous faisais remarquer dernièrement qu'au Sénégal, on parle beaucoup de bâtiments intelligents, mais en réalité, ça n'est pas aussi intelligent qu'on le prétend. Alors, Maître Nafissatou Tine, pour finir. Est-ce que je peux lancer un pic pour épicer l'émission? Lancer un pic. Oui, de toute façon, on en a tellement eu, mais donnez-en, allez-y. Mais vraiment rapidement, parce qu'on donne la parole à Maître Nafissatou. Aidez-moi, Ousmane, Monsieur Diop du MEDES, Nafissatou et Tierno. Nous voulons construire, nous, jeunes Sénégalais, leaders du bâtiment intelligent, voulons construire le nouvel incubateur d'ADER. Et nous voulons
qu'on nous donne le marché, préférence nationale. On va se battre. Mais on va se battre pour cela, hein, avec plaisir. Merci Brahima. Merci Brahima. Je précise d'ailleurs que dimanche prochain sur e-radio, le DG de la DER, le délégué général, sera notre invité. Et la question, évidemment, elle est déjà envoyée au délégué général. Où en est-on sur cet incubateur qui devrait prendre pied, sortir de terre à Mermoz? On avait donné un délai de 18 mois, lancement des travaux juillet 2018 ou 2019, je me trompe peut-être, Tierno va me dire sûrement après hors micro. Alors, Maître Nafissa Toutine, pour finir. Alors, comment se conclut l'année 2020 pour Sunulex? Oui, se conclut et surtout les perspectives pour Sunulex Africa. Oui, de beaux contrats en cours, en fait, de beaux partenariats, de beaux contrats. Et on pense que peut-être que 2021 sera l'année de la révélation pour Sunulex. C'est en cours, hein, mais Sunulex donc a pour objectif en fait d'être le leader de la legal tech en Afrique. C'est le cas, mais on espère encore avec les chiffres d'affaires. C'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage avec la connectivité. Davantage. Voilà. Oui, peut-être que. Vous m'entendez pas? Oui, c'est bon. 2020 étant l'année de la transparence, vous vous attendez à un chiffre d'affaires de combien? Mais rapidement. C'est difficile à estimer, en fait. D'accord. Écoutez, donnons-nous rendez-vous le 31 décembre de l'année 2021 pour faire le bilan. Inch'Allah. Qui, on l'espère, sera positif parce que voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de cartes sur table en ce moment. Et donc, c'est un domaine qui est nouveau en Afrique, donc la legal tech. Hein, c'est très nouveau, ça se développe, on en parle au niveau de pas mal de pays, d'institutions. Il y a beaucoup de travail comment dirais-je, de lobbying et d'éducation aussi des autorités pour qu'ils comprennent les enjeux pour leur pays et pour le secteur de la justice. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble de mes panélistes qui m'ont fait l'honneur de répondre à mon invitation encore cet après-midi pour ce dernier panel, mais je dis bien de l'année 2020, un panel qui se voulait d'abord, disons, qui voulait faire une analyse, un bilan, j'ai trop peur du mot bilan, mais une analyse, une évaluation de l'année 2020 et qui voulait également entrevoir un peu des perspectives parce que bien sûr, il faut s'arrêter et se projeter pour mieux repartir. Je remercie tout le monde, Serigne Malick Tall de Marraine Mor Sénégal, Modibo Diop du MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal. Il en est le président en charge des questions économiques et financières. Maître Nafissa Toutine, avocate au barreau de Bruxelles. Nafissa Toutine qui est la patronne de Sunulex Africa. Ibrahima Kane qui est de Calpe, docteur Ibrahima Kane qui est également compétent pour tout ce qui est santé digitale, santé tout court après voilà une formation au Maroc avant de poursuivre chez l'oncle Sam. Et puis le monsieur très difficile à joindre, mon ami Tierno Sakho, que je remercie, j'ai plaisir à le retrouver. Tierno, nous avions participé ensemble à un panel justement qui parlait de M-Paiement, si je ne me trompe, Tierno, au Maroc il y a 2 ans. Nous devrions également avoir la CEO, Afrique de l'Ouest et du Centre de Microsoft, qui est évidemment Yacine Barro, mais malheureusement pour des soucis de dernière minute, ça n'a pas pu être acté. En tout cas, merci infiniment à tout le monde. Merci également aux fidèles de ces après-midi de la tech que nous avons lancés depuis maintenant 7 mois, évidemment chaque mercredi. Nous arrivons à réunir les acteurs clés pour débriefer les gros sujets de l'actualité parce que malheureusement ou heureusement, des plateformes comme ça, on n'en a pas dans l'écosystème où, par exemple, une simple start-up peut interpeller un ministre de la République sur des dossiers en cours ou en tout cas faire du réseautage ou s'éclairer sur des problématiques assez importantes. Merci infiniment à tout le monde. Comme précisé au départ, ce panel va faire l'objet d'un replay un peu plus tard dans la soirée. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Inch'Allah, nous serons le 5 ou le 6 janvier 2021. Merci à tout le monde et puis à très bientôt.